Bienvenue. Prenez un instant pour écouter ces histoires terrifiantes, bercées par le doux clapotis de la pluie. J'ai créé cette vidéo spécialement pour vous aider à vous détendre, voire à vous endormir. Pour une expérience encore plus agréable, abonnez-vous. Si vous êtes nouvelle ici, abonnez-vous. J'adore mon public et je m'efforce de créer des vidéos longues avec un minimum de publicité et un montage soigné. Vous n'entendrez même pas ma respiration pendant que j'écoute ma narration. Je souhaite vous offrir une expérience d'écoute exceptionnelle dans chacune de mes vidéos. Alors, abonnez-vous et aimez cette vidéo si vous souhaitez me soutenir. Avec autant de choix, merci d'être là aujourd'hui. Alors, c'est parti. Préambule rapide. Mon oncle était adjoint du shérif et officier de recherche et sauvetage dans le nord-ouest des États-Unis dans les années 1990. Cette expérience est racontée du point de vue de mon oncle, avec quelques explications de ma part. Il m'a demandé de garder l'emplacement secret pour des raisons d'anonymat. C'était l'été 1992, quelques années après que j'ai commencé mon travail au bureau du shérif du comté. Les étés étaient chargés, des tonnes de gens venaient camper ici. Naturellement, il arrivait que des personnes se perdent, et les opérations de recherche et sauvetage, SAR, faisaient partie de mes missions en tant que rookie. Mais j'ai appris à aimer ça. Aider les gens, surtout dans des situations de vie ou de mort, était la raison pour laquelle je suis devenu adjoint. Un mardi matin, nous avons reçu un appel d'une femme de l'Arizona. Elle affirmait que son mari et son jeune petit-fils étaient partis le vendredi pour un week-end de camping et qu'ils n'étaient pas rentrés le lundi comme prévu. Elle s'inquiétait qu'ils soient perdus. Nous avons donc équipé l'équipe SAR, composée de moi-même, 4 autres adjoints, 15 bénévoles civils et 2 chiens limiers. Nous sommes arrivés sur leur site de camping vers midi. À première vue, tout semblait normal. Nous avons fouillé leurs tentes et trouvé toutes leurs affaires à l'intérieur. Clés de voiture, portefeuille, cartes, eau, nourriture. Tout était intact. Une petite casserole remplie d'eau et de nouilles macaroni détrempées reposait au-dessus d'un foyer éteint depuis longtemps. Il était évident qu'ils étaient partis en hâte. Aucune trace visible ne permettait de déterminer la direction qu'ils avaient prise. Nous avons donc utilisé une paire de chaussettes trouvées dans la tente comme base olfactive pour les chiens. Ils ont capté l'odeur et ont commencé à nous guider vers le nord du campement. En marchant, j'ai regardé mon partenaire. Nous avons tous les deux frissonné et baissé la tête. Au nord de leur campement s'étendaient des dizaines de milliers d'acres de forêt dense. Nous savions que cela allait être une longue recherche. Nous avons utilisé une méthode de quadrillage, une technique qui consiste à diviser la zone en carrés d'environ 1 acre sur une carte pour déterminer une direction plus précise. Le plus étrange, c'était que les chiens captaient leur odeur dans un carré, mais pas dans les carrés directement adjacents. Cela s'est produit à plusieurs reprises. C'était comme si quelqu'un avait soulevé ces hommes de leur campement et les avait placés aléatoirement dans différentes sections de la forêt, encore et encore. J'ai commencé à avoir un très mauvais pressentiment. Après avoir couvert environ 5 km, la journée touchait à sa fin. Alors que le crépuscule tombait, il ne restait plus que moi, mon ami Rob et son chien Russ. Le reste de l'équipe est rentré chez eux, et nous devions reprendre la recherche le lendemain matin. Je restais toujours dehors la nuit lorsqu'un enfant était perdu. J'avais un sentiment de culpabilité à l'idée d'être au chaud dans mon lit, alors qu'un enfant était froid et effrayé dans la nature sauvage. Nous avons finalement trouvé une petite clairière pour installer notre campement. Quand la nuit est tombée, nous avions un feu qui crépitait et nos sacs de couchage étendus dans l'herbe. Rob et moi avons discuté du plan de recherche pour le lendemain, mangé le dîner, puis nous nous sommes installés pour la nuit. Je me suis allongé sur mon sac de couchage et me suis rapidement endormi. Je me suis réveillé un peu plus tard, assis et regardant autour de moi. Mes yeux s'adaptaient à l'obscurité et j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. L'envie de regarder autour de moi pour m'assurer que personne ne s'approchait était intense. J'ai appelé « Hello, Sam ?»« Frank, c'est vous ? Nous vous cherchons. Vous êtes là ?» Je n'ai entendu aucune réponse, alors je me suis rallongé et j'ai essayé de me rendormir. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un sifflement strident, comme ceux que l'on entend dans les films quand un homme voit une femme très attractive. J'ai bondi hors de mon sac de couchage et j'ai commencé à scanner frénétiquement la lisière de la forêt. À ce moment-là, Russ était aussi debout, ses oreilles dressées, et il gémissait dans la direction du sifflement. J'ai appelé à nouveau « Bonjour, je suis adjoint du bureau du shérif. Avez-vous besoin d'aide, Sam ? Frank ?» Aucune réponse. Rob était réveillé maintenant, et alors que je lui expliquais la situation, le sifflement a retenti à nouveau, mais cette fois à notre droite. J'ai sorti mon arme de service et allumé ma lampe torche tandis que Rob sortait son grand couteau de chasse et se tenait à côté de moi. Nous avons scanné la lisière de la forêt, mais nous n'avons rien vu.
Nous avons continué à scanner et à appeler pendant encore 10 minutes avant de décider de rallumer le feu et d'attendre l'aube pour fouiller la zone. Nous n'avons plus entendu de sifflement pendant le reste de la nuit. À l'aube, Rob et moi avons fouillé la zone. Nous avons trouvé 2 paires d'empreintes de bottes dans la boue fraîche. Nous avons décidé de rentrer chez nous, de nous reposer et de revenir plus tard dans la journée pour continuer les recherches. Nous n'étions qu'à environ 60 mètres de la clairière quand 2 sifflements simultanés ont retenti derrière nous. En me retournant, j'ai scanné les arbres. Je n'ai rien vu au début, mais en regardant plus loin vers l'entrée de la clairière, j'ai vu 2 silhouettes debout à découvert. Nous ne pouvions distinguer aucun trait ou vêtement, car le soleil du matin nous aveuglait. J'ai appelé et j'ai commencé à me diriger vers eux quand ils se sont mis à courir. J'allais les poursuivre quand Rob m'a arrêté. J'étais perplexe. « Rob, qu'est-ce que tu fais ? Nous cherchons 2 personnes, et les voilà. Arrête de perdre du temps. » Il a répondu « Arrête et réfléchis une seconde. Nous cherchons un adulte masculin et un enfant masculin. À moins que ce gamin soit le prochain Randy Brewer, il n'y a aucun moyen qu'il soit aussi grand à 11 ans. » C'est alors que la réalisation m'a frappé. Il avait raison. Ces 2 silhouettes n'étaient clairement pas les 2 personnes que nous cherchions. Si j'avais été seul ou avec un autre adjoint, je les aurais poursuivis, mais je n'étais pas prêt à mettre un bénévole civil en danger. Nous avons décidé de simplement continuer notre chemin vers le point de départ et de faire un débriefing avec l'équipe et le shérif sur les événements qui s'étaient produits. Le reste de la randonnée jusqu'au point de départ s'est déroulé sans incident. Nous avons retrouvé l'équipe de recherche et le shérif à notre arrivée, alors qu'ils s'apprêtaient à repartir. Nous avons reçu quelques ricanements et regards en coin en racontant les événements, mais le shérif, surprenant, a cru nos affirmations. Il a même fait porter un M16 à l'un des adjoints pour le reste de la recherche. Nous avons continué les recherches pendant 13 jours, sans jamais retrouver les 2 disparus. Quelques personnes ont affirmé avoir entendu des sifflements pendant les recherches, mais moi, jamais plus. Cette mission me hante encore. Toutes ces années, je me suis demandé ce qui était arrivé à ces 2-là, et si les 2 silhouettes que j'ai vues avaient quelque chose à voir avec leur disparition. J'avais probablement 17 ou 18 ans quand cela s'est produit, et ma sœur en avait 20 ou 21. Je vis dans une petite vallée qui n'est pas particulièrement connue pour être dangereuse ou effrayante, bien qu'il y ait eu quelques activités criminelles sérieuses occasionnelles. Mais j'avais l'habitude de me promener de jour comme de nuit depuis des années, et je n'avais jamais rencontré quoi que ce soit qui semblait menaçant. Pour vous donner une idée de mon environnement pendant l'incident, le terrain de l'école où nous étions avait un grand bâtiment, 2 aires de jeu et 2 grands champs. Tout cela était entouré d'une petite clôture qui faisait le tour de la propriété. De l'autre côté de la clôture se trouvait une petite rue latérale qui menait à la route principale. La structure sur laquelle nous étions assis était située en face du bâtiment principal et au bord du champ de gravier. Le sol sous nous était fait de ces petites copeaux de bois que l'on trouve sous les balançoires et les toboggans. Ma sœur aînée et moi sommes extrêmement proches et nous avons toujours adoré passer du temps ensemble. Nous sortions souvent nous promener tard le soir, surtout en été, et nous finissions souvent par aller à l'aire de jeu de l'école primaire locale, car il y avait des balançoires et des structures sur lesquelles nous pouvions nous asseoir. Un soir d'été, comme d'habitude, nous sommes allés à Sèvres-en-Fouze, l'un de nos magasins d'alimentation locaux, pour prendre des snacks et des boissons, puis nous sommes allés au parc pour nous asseoir sur notre ensemble de balançoires préférés. Ma sœur et moi étions là depuis un moment, à discuter et à rire des banalités habituelles, quand j'ai entendu ce qui ressemblait à quelque chose de dur tombant du ciel sur le gravier, un peu plus loin devant nous. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai pensé sur le moment, mais je savais que ce n'était ni de la pluie, ni de la grêle, ni aucune substance naturelle que l'on s'attendrait à voir tomber du ciel. Après un court moment, cela s'est reproduit, cette fois un peu plus près qu'avant. C'est alors que j'ai dit à ma sœur, « Tu as entendu ça ?» Elle n'avait pas entendu le premier son et était encore en train de parler. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, puis nous l'avons entendu à nouveau, encore plus près. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un peu peur. Comme il faisait noir et que ce qui tombait semblait clairement se rapprocher, mon esprit d'enfant a commencé à imaginer toutes sortes de choses effrayantes que cela pouvait être. Comme aucune de mes pensées n'était nécessairement réaliste, cela m'a aidé à rester légèrement calme, en me rassurant que nous étions en sécurité. Puis quelque chose a de nouveau heurté le gravier, très près de nous cette fois. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je pensé. « Des cailloux. » J'ai hurlé, tout en gardant ma voix à un chuchotement. Je me suis précipité hors de ma balançoire pour reculer un peu, par peur que le suivant ne nous touche réellement. Comme il faisait si sombre, je n'avais aucun moyen de savoir si cela allait vers le sol ou vers mon visage. Ma sœur était nerveuse aussi, mais gardait encore une légère attitude de « non, ce n'est pas possible ». Puis un autre caillou est tombé et a effectivement touché les copeaux de bois cette fois.
ce qui a poussé ma sœur à sortir de sa balançoire pour reculer avec moi. Nous tentions tous les deux désespérément de nous protéger avec les minces poteaux métalliques de la structure sur laquelle nous étions assis. Nous avions maintenant compris que les cailloux étaient lancés et qu'ils devaient l'être par quelqu'un. Cela m'a encore plus effrayé, en sachant qu'une personne non seulement rôdait dans l'obscurité en nous observant depuis Dieu sait combien de temps, mais qu'elle essayait réellement de nous blesser pour une raison quelconque. Et nous ne savions même pas où elle était. Nous scannions frénétiquement la zone, cherchant à voir quelqu'un debout près de nous ou derrière un mur, nous regardant. Et c'est alors que je l'ai vu. Debout sur le toit de l'école, une grande silhouette d'un homme portant un manteau ou une cape, ou un vêtement qui pendait jusqu'à ses chevilles, avec une capuche pointue au-dessus de sa tête. Je ne pouvais pas voir son visage, mais d'après sa silhouette, j'ai supposé que c'était un homme. J'ai senti tout le sang quitter la partie supérieure de mon corps. Je ne pouvais pas détourner les yeux de lui. J'étais si profondément confuse quant à savoir qui était cet homme et pourquoi diable il se trouvait sur le toit d'une école au milieu de la nuit, lançant des pierres sur deux filles qu'il ne connaissait pas. « Oh mon Dieu !» a dit ma sœur une fois qu'elle a également remarqué l'homme debout là. Elle a laissé échapper un rire nerveux, et moi aussi, mais je pense que nous savions toutes les deux à quel point la situation était effrayante et à quel point nous avions toutes les deux peur à ce moment-là. L'homme est simplement resté immobile. Je me sentais un peu stupide d'avoir aussi peur, car c'était probablement juste un ado stupide et ennuyé qui trouvait drôle de faire peur à des gens au hasard. Mais quand le caillou suivant a heurté le poteau juste devant nous, faisant un bruit de ping parfait, je me fichais de savoir si c'était juste un ado idiot. Je voulais partir d'ici. J'ai timidement quitté la protection de notre bouclier de fortune et j'ai commencé à rassembler rapidement mes affaires, tenant une main devant mon visage pour me protéger des autres cailloux qui pouvaient éventuellement se diriger vers ma tête cette fois. Ma sœur faisait de même. C'est alors que nous l'avons entendu, probablement l'un des sons les plus effrayants que j'ai jamais entendu quelqu'un faire dans la vraie vie, comme sorti d'un film d'horreur. L'homme a poussé un cri strident et rauque, comme celui que l'on pourrait entendre dans World War Z. Comme s'il faisait ce son en inspirant de manière super agressive, mais d'une manière ou d'une autre, il était toujours si fort. Nous avons toutes les deux sursauté, et mon regard s'est tourné vers lui si rapidement que cela m'a fait mal à l'arrière du cou, comme si le son avait trouvé son chemin dans mon corps pour secouer mes organes. Mon estomac est tombé par terre, et je pouvais sentir mon cœur battre dans ma gorge. Je suppose que c'est à ce moment-là que mon instinct de combat ou de fuite s'est vraiment déclenché, car je me souviens que tout mon corps s'est soudainement senti froid et très tremblant, comme s'il était difficile de garder ma mâchoire de trembler. Ma sœur et moi n'avons presque pas attendu une seconde. Nous avons filé de là aussi vite que nous le pouvions, nous précipitant hors de l'ouverture dans la clôture, dans la petite rue latérale. Nous avons continué à courir dans la rue, maintenant avec nos têtes tournées vers l'arrière, toutes les deux nous attendant à voir l'homme sortir en courant de l'endroit que nous venions de quitter, venir nous blesser, nous kidnapper ou pire. Nous avons finalement commencé à ralentir, tout en gardant les yeux sur la clôture. Ma sœur, essayant de briser la tension avec des rires, entrecoupés de respirations lourdes, a commencé à dire « Imagine qu'ils sortent de là après nous en faisant ce bruit ». Je l'ai rapidement interrompu, maintenant en larmes avec des balbutiements abrupts et inaudibles, lui demandant de ne pas décrire un scénario aussi terrifiant, car pour moi, cette blague aurait facilement pu devenir réalité à ce moment-là. Heureusement pour nous, cette histoire n'a pas de mauvaise fin. L'homme n'est jamais apparu, ne nous a jamais poursuivis, ne nous a jamais suivis, et nous n'avons plus jamais eu une rencontre comme celle-ci à l'avenir. Ma sœur et moi avons maintenant 20 et 23 ans, bien que la chose effrayante soit que, lorsque nous avons finalement fait le tour des deux champs situés en face du bâtiment de l'école sur lequel l'homme se tenait, il n'était nulle part en vue. Nous ne pouvions pas le voir sur le toit, se promener autour de l'école, et nous ne l'avons pas vu dans la rue lorsque nous avons finalement entamé notre retour précipité à la maison. Il avait simplement disparu. Bien que ma sœur et moi soyons toutes les deux sorties de là sans dommage, avec seulement une histoire effrayante à raconter, et qu'il s'agissait probablement simplement d'une personne ennuyée qui pensait que ce serait drôle et inoffensif de faire une farce à deux filles, cela nous a tout de même terrifiés. N'oubliez pas que, même si sur le moment vous pouvez penser que vos farces et blagues sont totalement inoffensives, vous ne savez jamais comment elles peuvent affecter quelqu'un lorsque cette personne a l'impression d'être réellement en danger sérieux. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vis dans un pays classé comme post-soviétique, car nous faisions autrefois partie de l'Union soviétique jusqu'à son effondrement. Mais cette histoire ne parle pas de cela. Actuellement, je suis en dernière année de formation policière, et plus précisément, je me forme pour devenir détective dans les affaires de meurtre et de criminalité organisée. Au cours de ma formation, j'ai vu beaucoup de choses atroces et de dossiers. J'ai lu beaucoup de cas passés qui sont maintenant résolus. Dire que je ne viole aucune loi en parlant de cela dans les années 1990, juste après l'effondrement de l'Union soviétique, les petits pays qui étaient désormais indépendants essayaient de mettre en place leur gouvernement et leur système de maintien de l'ordre. Les gens étaient pour la plupart pauvres et la criminalité organisée a commencé à émerger.
Par là, j'entends que de nombreux groupes mafieux se formaient dans les grandes villes, car il n'y avait pas de force de l'ordre efficace pour les arrêter, et les unités qui étaient formées étaient pour la plupart corrompues et avaient peur de la mafia. J'ai eu la chance de naître dans l'une de ces villes qui abritait l'un des gangs mafieux les plus forts et influents de tout le pays. La période des années 1990 jusqu'au début des années 2000 était comme une immense scène de crime à l'échelle du pays. Fusillades quotidiennes, cadavres dans les rivières, vols à main armée, carjacking, vous l'aurez compris. Pendant mes premières années de formation en 2018, dans le cadre de mes études, je suis allé aux archives de la police et j'ai découvert quelques cas du passé qui resteront gravés dans ma mémoire pendant un certain temps. Je vais vous raconter l'un d'eux. En 1992, au début de l'automne, alors qu'il faisait encore chaud, un jeune homme a soudainement disparu. La police savait qu'il avait des liens avec la mafia locale, mais pendant une semaine, ils n'ont pas pu le trouver, ni son corps. C'est alors que, pendant que les recherches étaient en cours, 3 adolescents âgés de 12 à 14 ans sont allés pêcher dans une rivière locale. Pour vous donner une meilleure idée de l'emplacement, il y avait une route principale, et à côté de cette route, il y avait une école, et un sentier traversait l'aire de jeu de l'école jusqu'à la rive de la rivière. Il fallait 3 minutes de marche depuis l'aire de jeu pour atteindre la rive. Les garçons ont pris leur équipement de pêche, et en traversant l'aire de jeu, ils ont vu et salué le directeur de l'école qui était dehors en train de parler aux gardiens. Les garçons, connus pour leur comportement espiègle à l'école, voulaient simplement taquiner le directeur en lui faisant un signe de la main. Il les a ignorés, et les garçons sont allés à la rivière. C'était une soirée chaude, le soleil était encore levé, il était environ 17 heures. Les garçons se sont préparés à pêcher et ont lancé leur canne. 10 minutes ont passé, rien. 15 minutes ont passé, rien. L'un des garçons, impatient, a décidé de relancer sa canne. Alors qu'il commençait à remonter sa ligne, quelque chose de lourd était accroché. Excité, il s'est mis à crier « J'ai quelque chose. J'en ai un. J'ai une touche. » Les autres garçons ont couru vers lui et ont attendu avec excitation que le gros poisson apparaisse enfin. Mais au lieu de cela, alors qu'ils remontaient la ligne, leurs visages sont devenus livides. Il n'y avait pas de poisson au bout de la ligne. À la place, l'hameçon s'était accroché dans de la chair humaine. Oui, une tête humaine en décomposition. Le garçon qui tenait la canne à pêche a vomi quand il a vu qu'il avait attrapé une tête humaine. Les garçons ont paniqué. Ils ne savaient pas quoi faire, car il n'y avait pas de téléphone portable et le bâtiment le plus proche avec un adulte était l'école. Les garçons ont laissé tomber leur équipement de pêche et ont couru vers l'école, espérant trouver le directeur qu'ils avaient vu plus tôt. Il n'était nulle part en vue à l'extérieur, alors les garçons sont entrés dans l'école, directement dans son bureau. Ils étaient en panique et criaient pour que le directeur vienne, car il y avait quelque chose d'horrible près de la rivière. Le directeur les a regardés, confus, et a refusé de venir, pensant que c'était l'une de leurs farces. Mais quand il a remarqué à quel point ils étaient pâles, verdâtres et paniqués, il a dit d'une voix sérieuse « Mieux vaut que ce ne soit pas l'une de vos farces stupides. Allez, montrez-moi ce qui se passe. » Ils l'ont emmené là où ils avaient laissé tomber leur équipement de pêche et lui ont montré la tête, qui avait toujours l'hameçon planté dedans. Le directeur est resté silencieux, mais il y avait une terreur pure sur son visage. Il a rapidement ramené les garçons dans son bureau et a appelé la police. La police est venue, et bien sûr, l'équipe médico-légale a été appelée. Les déclarations des garçons et du directeur ont été recueillies. C'était la tête de l'homme disparu. L'homme de 22 ans avait été tué par la mafia parce qu'il leur devait de l'argent, puis découpé en plusieurs morceaux et jeté dans la rivière. Seule sa tête et son torse ont été retrouvés. Sa famille était dévastée. Ils n'ont même pas pu enterrer son corps correctement. Moi, en lisant leurs déclarations plus de 20 ans plus tard, cela m'a mis en larmes. À quel point cela a dû être terrible pour les garçons de découvrir la tête, et pour la famille de l'homme d'apprendre que leur fils avait été retrouvé en morceaux. Je ne suis pas une personne sensible ou quelque chose comme ça, car j'ai choisi ma carrière pour être détective dans les affaires de meurtre, mais certains cas et déclarations de témoins, qui pleurent leur âme en demandant de trouver les personnes qui ont fait cela à leurs proches, me font parfois pleurer. Cela me donne juste la motivation et la force de trouver et de combattre ces personnes horribles. Restez en sécurité, tout le monde. Il y a quelques années, quand j'avais 8 ou 9 ans, mes parents et moi vivions dans une immense et étrange vieille maison située en bordure d'une petite ville de la campagne de Pennsylvanie. Le district scolaire local était également en pleine restructuration, donc même si mon petit frère et moi n'étions séparés que de quelques classes, nous allions dans des écoles différentes et prenions des bus différents. Cela signifiait que j'étais la dernière personne à quitter la maison chaque matin, mais aussi la première à rentrer chaque après-midi, car mon école était beaucoup plus proche que la sienne. Cela signifiait également que c'était mon travail de m'assurer que toutes les lumières étaient éteintes et que toutes les portes étaient verrouillées quand je partais chaque matin pour aller à l'école. Un matin,
j'ai remarqué que la lumière du sous-sol était allumée et que la porte était ouverte. Avant de partir, je me suis assuré que la lumière était éteinte et que la porte était verrouillée. Plus tard, quand je suis rentré cet après-midi-là, j'ai vu que la lumière était à nouveau allumée et que la porte était ouverte. Je me souviens avoir pensé que je perdais la tête ou que j'avais simplement imaginé l'avoir verrouillée. Je veux dire, j'étais assez fatigué la plupart des matins après être resté éveillé tard pour jouer à Overwatch, donc ce n'était pas impossible que je l'ai simplement oublié. Alors je suis allé éteindre la lumière et fermer la porte, mais quand je suis arrivé en haut de l'escalier du sous-sol, j'ai regardé en bas et j'ai vu une grande silhouette sombre debout en bas. J'ai paniqué, j'ai claqué la porte et j'ai poussé une armoire contre elle, puis j'ai couru me cacher à l'étage dans ma chambre. Pendant des mois, je n'en ai parlé à personne dans ma famille, car j'étais convaincu que ce que j'avais vu était un fantôme, et je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. C'était l'époque d'Halloween, j'étais jeune et stupide, et j'avais une croyance ferme dans le paranormal. Environ 6 mois après cet incident étrange, mes parents ont réalisé que des choses disparaissaient dans la maison. Ils nous ont d'abord accusés, mon frère et moi, mais après que nous ayons insisté sur notre innocence, nous avons tous fait le tour de la maison avec des lampes torchées, essayant de comprendre comment quelqu'un aurait pu entrer sans vraiment forcer l'entrée. Il s'est avéré que la chose que j'avais vue dans le sous-sol était un homme réel, et qu'il grimpait par un petit trou à l'extérieur de la maison, se faufilant à travers un espace de rampement, puis entrant dans la maison par le sous-sol. Réaliser que j'avais été seul dans cette maison avec lui à au moins une occasion a été l'une des réalisations les plus terrifiantes de ma vie. Inutile de dire que je ne crois plus aux fantômes. Avec une année qui a commencé par la mort de ma mère et le confinement du monde entier, ce qui allait suivre allait compenser cela de bien des façons. Quand ma mère est morte, j'ai eu l'impression que tout autour de moi s'effondrait. Toutes mes amitiés s'estompaient, et je devais faire mon deuil seul pendant le confinement. C'était jusqu'à ce que mon voisin, Ryan, se réintroduise à moi. À l'époque de cette histoire, j'avais 18 ans et lui en avait 21. C'est pourquoi nous ne sommes pas devenus meilleurs amis tout de suite. Pour faire court, il m'a invité à l'un de ses feux de camp pour boire avec ses amis, qui avaient tous à peu près le même âge que Ryan. À part Ryan, les deux avec qui je me suis le plus lié étaient Colin et Eden. Ces deux-là étaient un spectacle à voir. Je n'ai jamais vu deux personnes qui n'étaient pas mariées se parler autant qu'eux, et personne ne s'en plaignait autant que leurs petites amies. Nous sommes tous devenus proches assez vite. Ils sont tous venus à l'enterrement de ma mère, malgré le fait qu'ils ne la connaissaient pas, alors que des amis d'enfance étaient introuvables. Malheureusement, cette histoire ne se termine pas aussi bien qu'elle commence. Le dernier samedi, avant le début de mon semestre de première année, nous nous sommes tous retrouvés malgré une tempête de pluie inattendue ce jour-là. Nous avions tous bu quelques verres et voulions terminer l'été en beauté. Colin nous a proposé une idée. Colin possédait une vieille Jeep cabossée garée devant sa maison, et par « possédait », je veux dire que son grand-père la lui avait donnée. Il prévoyait de la vendre le lendemain et essayait discrètement de me convaincre, ainsi que Ryan et Eden, de l'emmener pour une dernière balade avec lui. Des signaux d'alerte se sont allumés quand j'ai compris qu'il ne voulait pas que les petites amies de Colin et Eden le sachent. Sachant que nous avions bu depuis un peu plus d'une heure et que les routes étaient très mouillées, et que sa Jeep n'avait ni porte ni toit, j'étais initialement inquiet à propos de cette idée, et de la confiance qu'il avait en elle. Je savais que c'était une mauvaise idée, mais je ne voulais pas gâcher l'ambiance de la fête. Je ne voulais pas être le plus jeune du groupe à dire à tout le monde de faire attention. C'est alors que j'ai pris la pire décision de ma vie. Non seulement j'ai accepté à contre-cœur de me taire, mais je me suis aussi joint à eux. J'essayais de faire le malin, mais il devenait de plus en plus clair pour moi que mes amis, bien plus ivres, étaient allés trop loin. Eden et moi sommes montés à l'arrière, Ryan s'est assis à l'avant, et Colin au volant. Alors que le trajet se poursuivait et que la musique continuait de retentir, mes inquiétudes ont commencé à s'estomper, mes soucis ont commencé à disparaître, et j'ai commencé à penser que je passais enfin un bon moment. C'est alors que j'ai regardé et que j'ai vu qu'Eden était debout, sans sa ceinture de sécurité. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Ryan et Colin, et je n'étais pas sûr s'ils ne l'avaient pas remarqué ou s'ils s'en moquaient, mais ils ne faisaient clairement rien. J'ai commencé à essayer de le tirer vers le bas à l'intérieur de la Jeep, mon cœur battant maintenant rapidement dans ma poitrine alors que je pouvais voir que nous roulions bien au-dessus de la limite de vitesse. J'ai pu entendre les pneus projeter des éclaboussures d'eau sur le trottoir alors que nous filions. Je criais maintenant à plein poumon pour attirer l'attention de Colin et Ryan, mais à cause de la musique, je ne pense pas qu'ils m'ont entendu. Eden n'écoutait pas, car il était trop ivre pour comprendre à quel point ce qu'il faisait était dangereux. Et cela allait être notre chute. Alors que je tirais sur lui pour qu'il redescende, j'ai regardé en arrière quand j'ai entendu un bruit étrange venir du pneu. C'est alors que j'ai remarqué que l'arrière de la Jeep oscillait d'avant en arrière. Et avant même que je ne réalise ce qui se passait vraiment, nos roues se sont bloquées. Je me suis réveillé avec un son strident retentissant dans ma tête, les yeux s'ouvrant lentement sur la nuit noire. À part quelques gémissements et grognements à proximité,
Je lève les yeux et vois le ciel nocturne au-dessus de moi, essayant de me racler la gorge avant de cracher un peu de sang. C'est alors que tout m'est revenu. J'ai regardé autour de moi, voyant que j'étais toujours attaché par ma ceinture, mais que nous n'étions plus sur la route. Nous étions suspendus sur le côté de la route, avec la Jeep encastrée contre une glissière de sécurité dans un angle étrange. Vous connaissez ces moments où quelque chose d'aussi astronomiquement mauvais se produit alors que vous êtes intoxiqué, que vous devenez instantanément sobre. C'en était un. J'ai détaché ma ceinture et me suis précipité hors de la Jeep. J'ai regardé derrière moi pour vérifier la Jeep, remarquant que Colin et Ryan étaient à l'avant, leurs airbags déployés. C'est alors que j'ai regardé en arrière et que je n'ai pas vu Eden. Je me suis accroupi douloureusement pour voir s'il était par terre de l'autre côté, mais je ne pouvais pas le voir. En regardant sous la Jeep, j'ai commencé à chercher frénétiquement, avant de paniquer en réalisant où il pouvait être. C'est alors que j'ai bien regardé Colin et Ryan, non pas parce que mes yeux se sont attardés sur eux, mais à cause des cris de Ryan. Ces cris assourdissants et déchirants. Ryan avait tendu le bras pour se protéger de l'impact, et son bras s'était presque brisé en deux. Quand je l'ai trouvé, il était en train de hurler à plein poumon et d'essayer de remettre son bras en place. Puis j'ai vu Colin. Nous n'avions rien pour nous protéger des éclats avec les portes enlevées, et à en juger par son apparence, son airbag n'avait pas été aussi protecteur que celui de Ryan. Son visage était couvert d'entailles et de petits cailloux, et des éclats de verre lui sortaient du visage. Je ne pouvais pas me concentrer sur eux, bien que je savais où ils étaient. Je devais trouver Eden. J'ai commencé à appeler son nom, le hurlant aussi fort que je le pouvais, n'ayant que les phares de la Jeep écrasés pour m'aider. J'ai commencé à me diriger dans la direction où la Jeep faisait face, regardant ce qui était éclairé par les phares, espérant trouver quelque chose. Une partie de moi avait peur de trouver quelque chose. J'étais blessé, et même si je le trouvais, que faire s'il était aussi blessé que Colin et Ryan? Je n'avais pas le temps de trouver une réponse, car le choix a été fait pour moi. Je l'ai trouvé à environ 12 mètres de la Jeep, allongé face contre terre près d'un arbre. J'ai commencé à me précipiter vers lui, l'appelant et tombant à genoux. Je pouvais voir du sang dans la terre, mais à cause de la nuit, je ne pouvais pas bien le distinguer. J'ai saisi son épaule et l'ai retourné, voyant l'énorme quantité de sang commencer à couler alors que je le couchais sur le dos. J'ai commencé à pleurer et à hurler d'horreur, ne pouvant croire la quantité de sang que je voyais. C'était comme une fontaine qui ne s'arrêtait jamais. Ne sachant que faire, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser, essuyer le sang. J'ai saisi le bas de mon t-shirt et l'ai utilisé pour essayer d'essuyer le sang, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai alors pris ma main et j'ai commencé à essuyer une partie du sang de son visage, mais la réalisation que j'allais bientôt découvrir allait frapper mon esprit d'une horreur pour le reste de ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi cela ne fonctionnait pas. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait encore autant de sang. Et c'est alors que j'ai regardé la paume de ma main. Je n'essuyais pas seulement le sang de son visage. J'essuyais des morceaux entiers de son visage. Il n'y avait pas que du sang sur ma main. Il y avait des morceaux de tissu, de chair, son visage reposant dans ma main. J'ai immédiatement lâché prise et j'ai commencé à reculer en hurlant, tout en commençant à réaliser son véritable état à ce moment-là. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais il n'y avait rien que je puisse faire à ce stade. J'étais déjà une balade de trop en retard. Je ne dors plus beaucoup maintenant. Si je le fais, ce n'est que 3 à 5 heures par nuit. Je ne parle plus beaucoup à Colin ou Ryan non plus. Ils ont finalement compris cette nuit-là les conséquences de nos actions. Oui, nos actions. Il n'y avait pas de méchants dans cette histoire. Pas d'intrus effrayants à la maison, pas de fantômes effrayants. Juste de jeunes adultes stupides qui ont pris une décision mortelle à cause de l'alcool et de la pression des pères. Malheureusement, tous les détails de cette histoire ne peuvent pas être partagés, car il y a encore une affaire en cours. J'espère cependant que les gens apprendront de cette histoire et n'auront pas à apprendre par l'expérience. Il y a quelques années, je faisais partie d'un serveur Discord dédié aux histoires effrayantes réelles. C'était un endroit où les gens partageaient leurs propres expériences effrayantes ou étranges. Pendant un certain temps, c'était vraiment amusant. Bien sûr, beaucoup d'histoires semblaient inventées, avec des trucs comme « j'ai vu une silhouette sombre au bout de mon lit » et d'autres choses qui semblaient tirées d'un mauvais film d'horreur. Mais de temps en temps, quelqu'un partageait une histoire qui n'avait rien de surnaturel, quelque chose de vraiment crédible, et parfois, ces histoires étaient vraiment terrifiantes. J'ai lu beaucoup de trucs qui m'ont glacé le sang sur ce serveur, mais beaucoup d'entre eux, je les ai oubliés au fil des ans, probablement parce que, bien qu'ils fussent effrayants, ils n'étaient pas assez dérangeants pour rester gravés dans ma mémoire. Mais il y a une histoire en particulier que je n'ai jamais oubliée, car elle m'a vraiment fait frissonner quand je l'ai lue. L'auteur de l'histoire a commencé par nous assurer que son histoire n'était pas une simple fabrication, et que bien qu'il fût assez jeune quand cela s'est produit, y penser ou l'écrire en tant qu'adulte était une expérience assez stressante pour lui.
Il a expliqué que ses premières années avaient été marquées par la tragédie. Son père était mort d'une overdose de drogue quand il était très jeune. Donc il avait été élevé par une mère célibataire vivant dans un petit appartement juste en bas de la rue de la maison de sa grand-mère. Sa mère sortait parfois, essayant de faire ce qu'il fallait et de lui trouver un beau-père pour lui donner une figure paternelle dans sa vie. L'incident en question s'est produit alors qu'elle était en rendez-vous. Normalement, sa grand-mère le gardait chaque fois que sa mère devait faire quelque chose qui l'empêchait de l'emmener, mais ce soir-là, sa grand-mère travaillait. Donc, bien que ce ne soit pas idéal, l'enfant de 9 ou 10 ans a été laissé sans surveillance dans l'appartement de sa mère au rez-de-chaussée. Cela peut sembler irresponsable à première vue, mais l'auteur de l'histoire s'est empressé de rassurer les membres du serveur. C'était à l'époque où Yu-Gi-Oh était populaire. Tant qu'il avait ses cartes et une boîte de dessins animés pour l'occuper, être laissé seul pendant 1 heure ou 2 n'était certainement pas un problème pour lui. Ce n'est pas comme s'il allait sortir de l'appartement ou faire des bêtises pendant que son précieux Yu-Gi-Oh le tenait occupé. Mais à un moment donné pendant la soirée, il est assis là, jouant avec ses cartes et regardant la télévision, quand il entend un tapotement à la fenêtre. Rappelez-vous, il vivait dans un appartement au rez-de-chaussée, donc n'importe qui aurait pu simplement marcher et commencer à taper sur la vitre. Aucune escalade ou lévitation n'était impliquée. Donc, il n'y avait rien d'intrinsèquement inquiétant ou effrayant à ce qu'on frappe à la vitre. L'auteur de l'histoire se lève alors et marche vers la fenêtre avant d'écarter les rideaux pour révéler le visage d'un parfait inconnu. Pas son grand-père, pas un oncle, mais un parfait et total inconnu. Surpris et confus, il recule de la fenêtre, laissant le rideau glisser en place avant qu'un horrible bruit de verre brisé ne se fasse entendre. Des éclats de verre tombent sur le tapis au pied des rideaux avant qu'un autre fracas n'envoie d'autres éclats étincelants sur le sol devant lui. À ce moment-là, il a dit qu'il avait simplement jeté ses cartes Yu-Gi-Oh par terre et s'était enfui, se précipitant hors de la porte arrière de l'appartement et chez un voisin, frappant à la porte dans un état de terreur absolue tout en regardant par-dessus son épaule de temps en temps pour s'assurer que le mystérieux prédateur n'était pas à ses trousses. Heureusement, le voisin a ouvert la porte, a laissé entrer l'auteur de l'histoire, puis a pris le temps de le calmer pour obtenir toute l'histoire. Naturellement, ils ont immédiatement appelé la police, qui s'est précipitée, car on leur avait donné la description d'une intrusion en cours. Le voisin a ensuite contacté la mère de l'auteur de l'histoire pour lui annoncer la terrible nouvelle, qui s'est immédiatement précipité chez elle pour réconforter son fils terrifié. Ensuite, le voisin et la mère de l'auteur de l'histoire l'ont accompagné à l'appartement, où la police fouillait toujours la propriété et les environs à la recherche de tout signe de l'intrus. Apparemment, un policier s'est approché de la mère à ce moment-là et lui a montré quelque chose dans un sac en plastique transparent. La mère l'a fixé, est devenue pâle, puis s'est agenouillée et a serré fort l'auteur de l'histoire dans ses bras, luttant pour retenir ses larmes. Le voisin a dit « Oh mon Dieu !» Ils ont tous les deux fini par rester chez la grand-mère pendant environ 1 semaine après, pendant que la fenêtre était réparée. Et si cela semble être une durée bizarre pour réparer une fenêtre, et que vous pensez qu'il y a autre chose derrière leur éloignement de l'appartement pendant un certain temps, vous auriez raison de le penser. L'auteur de l'histoire avait ses soupçons pendant un certain temps, mais il était trop jeune pour vraiment comprendre les implications de ce qui s'était passé. Le genre de danger dans lequel il s'était trouvé n'était pas clair avant de nombreuses années plus tard, quand sa mère lui a expliqué ce qui s'était passé ce soir-là. Vous voyez, ce n'était pas seulement la fenêtre qui était remplacée. Tout l'appartement était équipé de nouvelles serrures incroyablement solides, de caméras de surveillance, presque tout sauf une salle de panique, tout payé par mamie et papy. Toute la famille était absolument terrifiée, et c'était à cause de la pièce de preuve que le policier avait montrée à la mère cette nuit-là. Cette petite chose dans le sac en plastique transparent qu'il avait rendu livide et avait serré l'auteur de l'histoire dans un grand câlin tremblant d'os. Ce qu'il y avait dans ce sac en plastique était une photographie. Une photographie d'un jeune garçon recroquevillé dans son lit, dormant paisiblement. Et ce garçon était l'auteur de l'histoire. La mère a dit à l'auteur de l'histoire, bien plus âgé, que la photo ne pouvait pas avoir été prise longtemps avant la tentative d'intrusion. Quelque chose à propos des draps du lit qui étaient assez neufs, ou peut-être une nouvelle coupe de cheveux que l'auteur de l'histoire avait eue, mais de toute façon, c'était un détail qui rendait clair que l'intrus avait pénétré dans l'appartement d'une manière ou d'une autre, peut-être seulement 1 semaine plus tôt, et avait pris une photographie de l'auteur de l'histoire pendant qu'il dormait. Je ne peux qu'imaginer qu'il avait fait de même avec plusieurs autres enfants, créant un petit catalogue de victimes potentielles, les poursuivant pendant des heures avant de finalement choisir celle qu'il préférait. Je pense que c'est ce qui me glace le sang quand j'ai lu son histoire. L'idée que l'intrus avait pris ce penchant pervers pour lui, un penchant si fort qu'il n'avait pas pu résister à ses pulsions ou à ses désirs tordus et malsains, qu'il avait poussé à briser cette fenêtre ce soir-là. La famille ne s'est sentie en sécurité à nouveau qu'en apprenant que quelqu'un dont le mode opératoire était étrangement similaire à leurs propres expériences avait été arrêté par la police et emprisonné après avoir été extradé vers un autre État. Mais ils ont gardé toute l'affaire secrète pour l'auteur de l'histoire jusqu'à ce qu'il soit à la fin de son adolescence.
Il n'y avait pas plus de détails après cela. Il n'y avait pas de grande conclusion, juste que c'était quelque chose qui l'avait hanté pendant des années. Je n'ai jamais rien lu d'aussi terrifiant que cela sur ce serveur Discord. Cela a rendu tout le reste insignifiant en comparaison, et j'ai arrêté de lire peu de temps après. C'est étrange comme nous cherchons parfois des histoires effrayantes, juste pour nous donner un petit frisson, mais nous finissons par être réellement traumatisés, non pas par les histoires effrayantes de squelettes, mais par des choses que nous savons avoir facilement pu se produire dans la réalité. Je vais maintenant vous raconter cette histoire en partie de mon point de vue, ainsi que de celui de mon frère, et ce sera une longue histoire. C'est une histoire vraie qui s'est produite la nuit dernière, alors que j'étais chez ma grand-mère. Avant que tout cela ne se produise, je suis allé chercher un McDonald's dans la ville la plus proche de chez nous, qui se trouve à environ 20 minutes de route. Après cela, j'ai décidé d'aller chez ma grand-mère au lieu de rentrer directement chez moi. Pour vous donner un peu de contexte, elle vit au bout d'une longue route de ferme, et pour atteindre sa maison, il faut aussi tourner sur une allée en terre battue d'un demi-mile. Je suis arrivé là-bas vers 21 h et j'ai rendu visite à ma grand-mère et à mon frère, qui vit avec elle depuis que mon grand-père est décédé, afin qu'elles ne doivent pas vivre là-bas toutes seules. Mon frère et moi avons sorti le chien de ma grand-mère pour qu'il fasse pipi vers 22 h 30, et nous sommes restés assis dehors à écouter de la musique et à discuter pendant un moment. À ce moment-là, je commençais à avoir froid, car nous sommes dans l'est du Texas et je ne suis pas encore habitué à ce que les températures descendent dans les 40 degrés la nuit. J'étais donc sur le point de rentrer quand j'ai remarqué quelque chose bouger du coin de l'œil, près du grand atelier métallique situé à quelques centaines de mètres de la maison. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, car il n'est pas rare que des cerfs ou des ratons laveurs viennent fouiner dans la cour, et de plus, le chien de ma grand-mère n'aboyait pas, alors j'ai pensé que c'était peut-être mes yeux qui me jouaient des tours. Nous sommes finalement rentrés, et ma grand-mère s'est endormie vers 23 h. Mon frère et moi sommes restés éveillés et avons joué à Among Us et regardé YouTube pendant un moment. Vers 2 h 30, j'étais très fatigué et prêt à rentrer chez moi. Alors j'ai demandé à mon frère de m'accompagner à la porte et de s'assurer que j'arrive à ma voiture, car je suis toujours paranoïaque, surtout la nuit. Il a plaisanté en disant qu'il allait éteindre la lumière et verrouiller la porte, et j'ai paniqué en le suppliant de m'accompagner jusqu'à la voiture, ce qu'il a finalement fait. Je suis monté dans ma voiture et j'ai immédiatement verrouillé les portes. J'ai vu les lumières du Porsche s'éteindre alors que je m'éloignais sur la route en terre. Je suis rentré chez moi en 10 minutes et j'ai préparé une glace avant de m'asseoir et de profiter de quelques histoires d'horreur effrayantes sur YouTube. Environ 15 minutes plus tard, j'ai reçu un appel FaceTime de mon frère, que j'ai décroché presque immédiatement. Je pouvais dire qu'il était effrayé par quelque chose, mais il ne disait rien tout de suite, alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Ce qui suit est ma meilleure tentative pour paraphraser ce que mon frère m'a dit. Il a dit qu'après mon départ, il est retourné dehors pour écouter de la musique et s'asseoir sur le porche. Il avait la musique sur son téléphone assez forte, ce qui masquait généralement les bruits des animaux venant des bois voisins. Après quelques minutes d'écoute de musique, il a dit qu'il avait entendu ce qu'il pensait être des bruits de métal qui s'entrechoquaient. Il a rapidement mis la musique en pause et a écouté pour voir s'il pouvait entendre le bruit à nouveau. Il s'est levé et a regardé vers l'atelier et l'abri à bateau, qui sont adjacents l'un à l'autre et se trouvent à quelques centaines de mètres de l'endroit où il était debout. Il a vu une lumière faible briller près de l'abri à bateau, mais elle s'est éteinte rapidement. À ce moment-là, il paniquait. Alors il s'est faufilé silencieusement à l'intérieur de la maison et a verrouillé la porte derrière lui. Il a dit qu'il avait couru vers sa chambre au fond de la maison, je suppose sans penser à réveiller notre grand-mère, et qu'il avait attrapé son arme. Il est rapidement retourné dehors et a vu la lueur de la lampe torche se déplacer, puis s'éteindre rapidement dès qu'il a remarqué. Il est sorti jusqu'au bord du carport en béton et a fixé l'abri à bateau, la seule chose éclairant l'abri à bateau étant la faible lumière venant de la maison. Il a dit qu'il avait essayé de prendre la voix la plus intimidante qu'il pouvait et avait dit « Qui est là ?» À cela, il n'y a pas eu de réponse immédiate, sauf un léger bruit de cognement qui a confirmé le fait que quelqu'un était effectivement là. Gardez à l'esprit que c'est en pleine campagne, dans une ville d'un peu plus de 1000 habitants, et que la maison la plus proche est de l'autre côté du lac ou à des kilomètres sur la route de ferme. Donc, aucune personne bien intentionnée ne se retrouverait simplement à errer près de la maison de ma grand-mère aussi tard dans la nuit. De plus, ma grand-mère a eu des problèmes avec des gens qui fouinaient autour de la propriété dans le passé, donc ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Pour la vie de moi, je ne peux pas vous dire pourquoi mon frère n'a pas simplement appelé la police, mais vous devez aussi vous rappeler qu'il n'y a que quelques policiers dans toute la ville, qu'il est 3 h du matin, et qu'il faudrait donc au moins 30 minutes pour que les policiers arrivent. Mon frère a donc de nouveau appelé la personne à se montrer et a répété sa question, demandant à la personne de s'identifier. Il a dit qu'il avait presque fait dans son pantalon quand une grande silhouette décharnée est lentement sortie de l'abri à bateau, une lampe torche à la main. Bien que mon frère ne pouvait pas distinguer de traits distincts chez cette personne, il pouvait définitivement dire que c'était un homme plus âgé,
et que ce n'était personne que nous connaissions. Ce n'était surtout pas quelqu'un qui devrait être dans notre abri à bateau à 3 heures du matin. À ce moment-là, il a levé l'arme pour la pointeur vers l'homme et a de nouveau crié « Qui êtes-vous » L'homme est resté silencieux et a commencé à marcher lentement vers lui. Mon frère a fait un pas en avant et a donné un dernier avertissement verbal à l'homme, disant « Je jure que je vais m'en servir maintenant. Qui êtes-vous et que faites-vous ici » L'homme a rapidement levé les mains et a dit « Ouais, calme-toi, mon gars » d'une voix moqueuse tout en continuant à marcher vers mon frère. Mon frère a tiré un coup de feu juste au-dessus de la tête de l'homme, qui a finalement pris cela comme un signe que mon frère ne plaisantait pas. L'homme s'est précipité à pied en bas de l'allée, et mon frère a hurlé « Ne reviens pas ». Mon frère a ensuite couru à l'intérieur pour réveiller ma grand-mère, qui avait sommeil dormi pendant toute cette agitation. Elle ne semblait pas assez inquiète pour appeler la police, mais bien sûr, après avoir entendu cela, je ne pouvais m'empêcher de me demander quelles étaient les véritables intentions de cet homme. Était-ce juste un drogué qui fouinait, cherchant à voler des outils ou de l'argent, ou ses intentions étaient-elles bien plus sinistres? Une autre question qui me hante à propos de toute cette situation est de savoir combien de fois cela s'est produit après que ma grand-mère et mon frère se soient couchés, et nous ne l'avons simplement pas su. Nous observait-il depuis les ombres toute la nuit? M'observait-il alors que je marchais vers ma voiture? Qu'aurait-il pu se passer si mon frère avait effectivement éteint les lumières et verrouillé la porte avant que je n'atteigne ma voiture? J'ai une assez bonne imagination, mais je n'aime vraiment pas l'utiliser pour penser aux possibilités. Et à l'étranger qui a essayé de nous voler ou de faire Dieu, c'est quoi à 3 heures du matin? J'espère que vous avez appris votre leçon. Cela m'est arrivé quand j'avais 11 ans et que je restais chez un ami que j'appellerais Kit. Kit était l'un de ces enfants cool à l'école qui était toujours prêt à faire des bêtises. En y repensant, je ne comprends pas comment j'ai réussi à rester ami avec lui aussi longtemps, car j'étais tout sauf cool et je ne faisais jamais rien de ce qu'il faisait. Un soir, je restais chez lui après l'école un vendredi, et nous avons commencé à jouer au football américain dans le jardin. Après l'avoir joué pendant environ 20 minutes, il m'a demandé si j'avais déjà entendu parler d'un jeu appelé Mop, ce que je n'avais pas fait. Il m'a expliqué que le jeu consistait à se cacher près de la route et quand quelqu'un passe à pied ou en voiture, on crie le mot Mop en espérant obtenir une réaction. J'ai accepté. Alors nous sommes allés dans son jardin avant et nous avons regardé de chaque côté de la route pour voir si quelqu'un arrivait. Je dois préciser que la maison de Kit n'est pas réellement sur une route principale. Donc la seule raison pour laquelle quelqu'un roulerait sur la gauche serait s'il allait chez quelqu'un plus loin, et il n'y avait que quelques maisons dans cette rue après celle de Kit. Je ne m'attendais donc pas à ce que beaucoup de gens passent. Je me suis caché derrière les poubelles du garage, qui étaient près de la clôture du jardin, et Kit s'est caché de l'autre côté, dans le jardin. À ce moment-là, il était d'environ 16 heures, donc il faisait encore jour, ce qui, à mon avis, rendait le jeu moins amusant. Environ 2 minutes plus tard, une voiture passe, et Kit crie « Mop ». Rien ne s'est passé, ce qui n'était pas une surprise. Je savais qu'une personne en voiture ne pourrait pas nous entendre. Peu après, un homme et une femme promenaient leur chien et, alors qu'ils passaient, Kit leur a crié « Mop ». L'homme et la femme se sont arrêtés et ont regardé autour d'eux, confus, pendant environ 5 secondes, puis ils ont continué à marcher. C'était exactement la réaction à laquelle je m'attendais. Après environ 10 réactions décevantes, je commençais à m'ennuyer, mais Kit s'amusait trop. Finalement, j'ai remarqué un homme qui semblait sans abri s'approcher. Kit ne pouvait pas encore le voir, alors je lui ai fait signe qu'il y avait quelqu'un à proximité, et il a attendu. Alors que l'homme se rapprochait, je pouvais voir qu'il se parlait à lui-même, comme s'il se disputait avec quelqu'un. En s'approchant, je pouvais voir qu'il avait au moins la quarantaine. Je pouvais voir à quel point il avait l'air sale. Il avait de longs cheveux gras et noirs, et son visage était couvert de saleté. Je commençais à être nerveux quand l'homme nous a dépassés. J'ai entendu Kit crier quelque chose que je ne peux pas répéter. C'était vraiment très méchant. L'homme a regardé directement vers la maison, l'air absolument furieux. J'étais en train de paniquer, car l'homme aurait facilement pu me repérer caché derrière les poubelles. L'homme a commencé à faire les 100 pas, les yeux fixés sur la maison, regardant autour de lui et marmonnant. Finalement, il a recommencé à marcher dans la direction d'où il venait, et une fois qu'il a été hors de ma vue, je suis sorti de derrière les poubelles et je me suis dirigé vers Kit. J'allais lui crier dessus et lui dire à quel point c'était stupide ce qu'il avait dit, mais il a dit « Suivons-le ». Je lui ai dit que c'était une terrible idée, mais en tant qu'enfant stupide de 11 ans, j'ai finalement accepté. Nous avons gardé nos distances et suivi l'homme hors de la route et à l'entrée des buissons. Nous nous sommes cachés derrière une voiture et avons observé l'homme. J'aimerais pouvoir dire que nous sommes rentrés tout de suite, mais Kit voulait voir où il allait, alors nous l'avons suivi. Kit est passé en premier et je l'ai suivi de près, marchant aussi silencieusement que possible, mais les feuilles étaient toutes si sèches qu'elles craquaient très fort quand nous marchions dessus. Environ 5 minutes après cela,
Kit s'est arrêté net, et j'ai entendu un « oh merde » chuchoter. Je me suis approché de lui et, juste devant, derrière quelques rochers, il y avait l'homme, accroupi et nous regardant droit dans les yeux. Je n'ai pas eu le temps de réagir, car l'homme s'est levé et a commencé à courir vers nous. Kit et moi nous sommes retournés et avons couru en hurlant. Je pouvais sentir que l'homme se rapprochait de nous, et j'ai craint qu'à tout moment il ne m'attrape, et ce serait la fin. Heureusement pour nous, nous avons entendu l'homme trébucher et tomber. Je me souviens juste d'avoir senti l'air bouger sous le corps de l'homme, à quelques centimètres derrière moi. J'étais facilement à portée de main, en entendant l'homme tomber, j'ai ralenti et j'ai regardé en arrière, le voyant allongé à plat ventre, et il a laissé échapper un grognement en colère. Je me suis retourné et j'ai continué à courir. Je ne pouvais pas voir Kit à ce moment-là, mais j'entendais le craquement des feuilles et des branches, alors je savais qu'il était encore proche. Finalement, je suis sorti des buissons et j'ai commencé à courir sur la route en direction de la maison. Quand j'y suis arrivé, Kit était déjà là, à bout de souffle et en sueur. J'ai commencé à pleurer en réalisant que nous aurions pu être tous les deux gravement blessés. Je n'ai jamais parlé de cette histoire à personne, et je ne pense pas que Kit l'ait fait non plus. Je ne suis pas retourné chez Kit depuis. Mes plus profondes excuses à cet homme que mon ami et moi avons maltraité. C'était une chose très stupide à faire, et j'ai toujours eu mauvaise conscience à ce sujet. Mais je dirais qu'il a eu sa revanche, simplement à cause de la peur que nous avions. Avant d'entendre cette histoire, je veux juste dire qu'elle n'a pas de climax ou de fin particulièrement satisfaisante. Elle défie toute logique et tout bon sens, et vous laissera probablement assez perplexe, comme elle l'a fait pour moi pendant qu'elle se déroulait. Cela dit, c'est toujours la série d'événements la plus effrayante qui me soit jamais arrivée. Quand j'étais un jeune adolescent, mon ami Nathan et moi prenions souvent le grand kayak de mer de ma famille pour traverser la rivière voisine jusqu'à un petit ruisseau situé à environ un demi-kilomètre de là, qui partait en diagonale d'un terrain de golf abandonné. Ce ruisseau était très lent par rapport à la grande rivière Hawkesbury, et en conséquence, beaucoup de déchets et de débris s'accumulaient à l'embouchure du ruisseau avant d'être lentement répartis sur toute sa longueur. Nathan et moi passions beaucoup de temps dans ce ruisseau. Nous avions même construit un petit quai pour amarrer le kayak, en utilisant de longs bâtons et de la ficelle de liage des balles de foin que nous utilisions pour nourrir les chevaux à la maison. Nous utilisions ce quai pour amarrer le kayak pendant que nous naviguions dans le fouillis de cactus raquettes qui bordait le terrain de golf. Le terrain de golf lui-même était incroyablement étrange. Aucun animal, oiseau ou même insecte ne pouvait être entendu ou vu dessus. Chaque bruit que vous faisiez vous était renvoyé par une falaise de grès voisine. La chose la plus proche d'un animal que nous ayons vu était le squelette d'un kangourou, que nous avons trouvé lors de notre deuxième visite. C'était étrange, car nous n'étions allés à cet endroit qu'une semaine ou deux auparavant, et il n'y avait pas de cadavre à ce moment-là. Pourtant, il était là, au milieu de la clairière, un squelette de kangourou complet, blanchi par le soleil et dispersé. Nous avons ramassé certains des os et les avons admirés de près. En commentant quelle partie du squelette nous pensions que chaque os représentait, avant de les jeter. J'ai pris le crâne avec moi dans le kayak et l'ai placé sur l'étagère de ma chambre en rentrant cet après-midi-là. J'emportais souvent des choses de mes sorties, Nathan ne le faisait jamais, mais il était toujours à l'affût de choses à me faire collectionner. La fois suivante où nous sommes allés à ce ruisseau, nous avons décidé de tenter notre chance en explorant la voie d'eau aussi loin que possible. Nous nous sommes armés de machettes et d'une petite hache que nous utilisions quand nous avons construit le quai, et nous sommes partis. Le voyage a été extrêmement difficile en raison des lianes qui enjambaient le ruisseau d'une rive à l'autre, des troncs submergés et des herbes aquatiques, dans ce qui rendait le pagayage presque impossible. L'eau était également pleine de déchets, des tubes cassés, des gilets de sauvetage, des hélices de bateau, vous l'aurez compris, tout ce qui pouvait se retrouver là-bas. Alors que nous avancions dans la zone relativement exempte de déchets, qui avait une eau sombre et menaçante, j'ai regardé brièvement vers le bas et j'ai vu ce que je pensais être une tête de poupée juste sous la surface de l'eau. J'ai arrêté de pagayer pour pencher le cou et la voir plus clairement. C'était définitivement une tête de poupée, à environ 30 cm sous la surface, comme si elle était attachée là depuis le fond de la rivière. Elle regardait vers le haut avec une expression vide et des yeux bleu clair. J'ai immédiatement ressenti une panique en la regardant. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Nathan s'est exclamé « Ah, cool !» et a plongé sa main dans l'eau. Je pouvais dire qu'il était surpris de la profondeur à laquelle il devait atteindre pour enrouler ses doigts autour de la tête, mais Nathan était un gars déterminé. Il a sorti la tête de l'eau et m'a regardé, un sourire aux lèvres, des ruisseaux d'eau coulant de son poing fermé alors qu'il la tenait triomphalement vers moi. Je l'ai prise à contre-cœur. C'était une petite tête de poupée d'environ 7 cm de diamètre. La tête était clairement endommagée par le soleil, et en conséquence, elle avait perdu beaucoup de ses caractéristiques peintes. Il n'y avait pas de pupilles discernables sur les yeux, juste les iris de couleur bleue. Cela donnait à la chose un air vraiment perturbant.
J'ai secoué la tête vers Nathan et j'ai placé la tête à l'avant du kayak pour qu'elle ressemble à la figure de proue d'un vieux bateau en bois. Nathan a ri, appelons-le Bob, a-t-il dit en souriant toujours. Je lui ai jeté un regard impassible, essayant de ne pas rire. Tu es si original, ai-je ricané avant de me retourner pour reprendre le pagayage. Je me suis arrêté net quand j'ai vu Bob me fixer droit dans les yeux. Je ne l'avais pas placé comme ça. Je l'avais placé face vers l'extérieur. Je savais que je l'avais fait, car son visage me faisait peur et je ne voulais pas le regarder. Nathan pagayait pendant que je m'étais arrêté, donc nous avancions à bonne allure. Comme j'étais à l'avant du bateau, je devais surveiller les obstacles et crier si je voyais quelque chose devant. J'étais entièrement concentré sur Bob. Cependant, alors que nous avons heurté un arbre submergé et nous sommes arrêtés brusquement. Tout ce qui était sur le kayak a bondi vers l'avant à la suite de cela. Nathan, moi, nos déjeuners emballés et nos bouteilles d'eau. Rien de trop grave ne s'est produit. Tout ce qui était sur le kayak avait bondi vers l'avant. Sauf la tête de la poupée. Je l'avais gardée à l'œil tout le temps, et elle n'avait pas bougé d'un demi-centimètre. C'était comme si elle était super collée au bateau. Nathan a commencé à me taquiner en disant que j'étais aveugle, et je lui ai rétorqué de se taire. Il a demandé ce qui n'allait pas, et je me suis penché vers la droite pour qu'il voie la tête. J'ai pointé du doigt et j'ai dit « Elle n'a pas bougé, mec », en riant à moitié. Nathan s'est approché pour la regarder de plus près. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-il demandé lentement. J'ai pris ma pagaie et j'ai fait un lent mouvement en arrière dans l'eau pour heurter légèrement l'arbre à nouveau. Une fois de plus, tout ce qui était sur le kayak a bondi légèrement vers l'avant alors que nous heurtions l'arbre, sauf Bob. Il est resté parfaitement immobile. Nathan a ri. C'est bizarre, a-t-il dit, sa voix s'éteignant. J'ai tendu la main pour retourner Bob sur place, et il a tourné facilement. Rentrons à la maison, ai-je dit fort, essayant de chasser la lourde sensation qui semblait s'installer sur nous. Nathan a accepté, et nous avons tourné le kayak pour rentrer. J'ai surveillé la tête comme un faucon. Bob ne m'a plus regardé pendant le trajet du retour. Bien que, quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons tout mis dans nos sacs à dos et avons sorti le kayak de l'eau. La tête a été fourrée dans ma poche. Je n'avais pas dit à Nathan à quel point cette tête me faisait peur. De peur qu'il ne se moque de moi ou qu'il ne trouve un moyen de me faire une blague idiote avec. Nathan était et reste mon meilleur ami, et il aurait absolument fait ça si je le lui avais dit, tout comme je l'aurais fait à sa place si les rôles avaient été inversés. J'ai donc décidé de simplement me taire à propos de cette stupide tête de poupée et d'espérer que Nathan l'oublierait simplement. Nous avons traîné le kayak dans le jardin du voisin avec, le tenant par les poignets aux deux extrémités. Ma poche a commencé à devenir très chaude. J'ai arrêté d'écouter les bêtises de Nathan et j'ai commencé à me concentrer davantage sur la température toujours croissante de la tête dans ma poche. Chaque fois que je pensais qu'elle ne pouvait pas devenir plus chaude, elle le devenait d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas brûlant, plus comme la sensation de chaleur profonde quand on la laisse poser. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer. Il faisait sombre maintenant, et je voulais vraiment rentrer. Nous avons déposé le kayak dans le garage et rangé les machettes et la hache avant de monter à l'étage pour dîner. J'ai fait un détour par ma chambre pour sortir la tête de ma poche et la poser sur mon lit, la laissant là pendant que je quittais ma chambre pour rejoindre Nathan et ma famille pour le dîner. Quand Nathan et moi avons terminé le dîner et sommes entrés dans ma chambre pour dormir plus tard ce soir-là, la tête avait disparu de mon lit du bas. Certes, ma chambre était en désordre, mais elle aurait dû être dans l'espace dégagé sur mon matelas nu. J'ai pris un peu de temps pour la chercher, jetant les couvertures et les draps de côté et grimpant dessus pour regarder à travers l'écart entre le lit et le mur. Je ne pouvais pas la voir nulle part. Je n'étais pas inquiet de ne plus la voir. En fait, j'étais plutôt soulagé qu'elle soit partie. Cependant, j'avais un pressentiment qu'elle était toujours là, pas en train de me regarder exactement, mais juste une présence. Nathan semblait l'avoir oubliée, cependant. Il n'a jamais reparlé de Bob après cela, et il est monté sur la couchette supérieure et s'est endormi rapidement. Je me suis allongé sur mon lit et j'ai tiré le tas de couvertures de manière désordonnée sur moi, m'endormant rapidement aussi. Le lendemain, je me suis réveillé au son de bruits de cognement provenant de l'extérieur à proximité. Je me suis levé du lit pour jeter un coup d'œil par la fenêtre dans le paddock avant de notre propriété, pour voir mon beau-père utiliser la hache pour frapper une souche d'arbre qui était beaucoup trop grande pour la minuscule hache. Mon beau-père était un homme très intelligent, mais sa compréhension du bon sens frisait parfois l'absurde. J'ai bâillé, me frottant les yeux et me retournant avant de les ouvrir. Je me suis figé sur place. Là, sur l'étagère devant le crâne de kangourou, se trouvait Bob, ses yeux me regardant à nouveau directement. Je me suis tourné pour regarder Nathan, toujours endormi sur la couchette supérieure, et j'ai immédiatement bondi sur la rampe pour lui donner un coup de poing dans le haut du bras. Il s'est réveillé avec un cri de douleur et m'a regardé avec un froncement de sourcils. « Qu'est-ce que tu fais, mec ?»
a-t-il demandé, levant l'autre bras pour placer ses paumes sur l'endroit que j'avais frappé avec le coup de poing. Oh, comme si tu ne savais pas, connard, ai-je dit avec un léger rire, essayant de masquer le ton tremblant dans ma voix. Nathan m'a regardé avec incrédulité. Je l'ai fixé pour voir si son expression stoïque allait faiblir. Elle le faisait toujours quand il faisait des farces. Ce ne fut pas le cas, cependant. J'ai secoué la tête et j'ai traversé la rampe pour que l'étagère soit dans son champ de vision. J'ai pointé du doigt l'étagère supérieure. « Tu ne l'as pas mise là ?» ai-je demandé. Nathan s'est assis pour mieux voir et a secoué la tête. « Non, mec, je l'aurais mise face vers l'extérieur de toute façon, tu le sais. » J'ai tourné ma tête si vite que je suis surpris que mon cou ne se soit pas brisé. En effet, la tête était maintenant tournée vers le crâne de kangourou et non vers l'extérieur comme avant. J'ai commencé à trembler, incapable de me tenir debout sur la rampe plus longtemps. Je suis tombé au sol et me suis précipité vers l'étagère pour prendre Bob et l'emmener dans la cuisine. J'ai appuyé sur la pédale pour ouvrir la poubelle en chromélie et jeter bien plus fort que nécessaire. Je n'ai pas laissé le couvercle se refermer naturellement, choisissant plutôt de le claquer comme une bonne mesure. Nathan est sorti de ma chambre, à moitié endormi, une fois que j'ai terminé. Il a regardé la poubelle, les yeux écarquillés. Il a pris un moment avant de me regarder et de parler. Ouais, ce truc était flippant, mec. J'étais content que Nathan soit d'accord avec moi et ne profite pas de cette occasion pour se moquer de moi. J'ai hoché la tête vers lui. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce truc, ai-je murmuré doucement. Nathan a donné un coup de pied dans la poubelle, la faisant osciller un peu. « Prends ça, tête de poupée flippante !» a-t-il crié en riant. J'ai ri aussi, heureux que la situation soit terminée et réglée. J'ai demandé à Nathan s'il avait vraiment mis la tête sur l'étagère, en disant que si c'était le cas, c'était bon, c'était une bonne farce. J'avais juste besoin de le savoir pour ma propre santé mentale. Nathan a mis sa main sur son cœur et a promis solennellement qu'il ne l'avait pas fait. Je l'ai cru alors, et je le crois encore aujourd'hui, près de 17 ans plus tard. Des mois ont passé, Nathan et moi n'avons jamais eu l'occasion de retourner au ruisseau. Avec les vacances scolaires qui approchaient, j'étais impatient de terminer les grosses corvées le week-end afin de profiter pleinement de la période de vacances. Je l'ai fait en travaillant le week-end avec mon beau-père sur divers projets dans notre propriété rurale. Nous avons utilisé les machettes et la hache que Nathan et moi avions prises lors de notre dernier voyage au ruisseau pour accomplir beaucoup de ces tâches. N'ayant ni les moyens ni les connaissances pour aiguiser les outils, couper et hacher devenait de plus en plus difficile et fastidieux avec le temps. Un jour, alors que je me frayais un chemin à travers un fourré de lianes accrochées à un grand poivrier, j'ai observé ma mère se pencher pour ramasser un objet dans la terre, dans le paddock avant. C'était à un endroit directement sous les grandes poubelles domestiques que le conseil ramassait chaque semaine. Je n'y ai pas prêté attention. Quelques heures plus tard, je suis entré pour boire un verre d'eau et changer de chemise, car j'avais réussi à faire une grande déchirure dans celle que je portais. Je suis entré dans ma chambre et j'ai immédiatement ressenti quelque chose d'étrange, ressentant le besoin de regarder vers mon étagère. Le sentiment de déjà-vu était intense. Bob était de retour, me fixant à nouveau depuis l'endroit sur l'étagère où je l'avais placé des années plus tôt. Cette fois, cependant, un petit sourire était évident sur ses traits. J'ai senti une vague de nausée me submerger et je me suis retourné pour marcher vers la cuisine. « Maman » ai-je demandé timidement. Ma mère n'a pas levé les yeux de la vaisselle. « Oui, chérie » a-t-elle répondu. « As-tu mis quelque chose sur mon étagère, maman » ai-je murmuré en accord avec elle. « Oui, j'ai trouvé cette tête de poupée dans le jardin avant plus tôt. Je l'ai vue dans ta chambre il y a longtemps et j'ai pensé que tu devais l'avoir perdue d'une manière ou d'une autre. Cela n'avait aucun sens pour moi. Maman ne pouvait pas avoir vu la tête dans ma chambre. Il n'y avait pas eu de temps. De plus, quelle chose bizarre à faire. Trouver une tête de poupée sous le mur de soutènement sur lequel notre poubelle était posée et penser à la laver et à la mettre sur mon étagère. J'ai secoué la tête et me suis retourné pour marcher vers ma chambre, déterminé à m'en débarrasser pour de bon cette fois. J'ai marché droit vers l'étagère et j'ai tendu la main pour attraper Bob et j'ai fait une pause. Il n'était pas là. J'ai laissé échapper un soupir exaspéré et j'ai commencé à pousser violemment les choses de côté sur mon étagère. D'abord sur l'étagère du haut, puis sur la deuxième étagère, tout en bas, commençant à jeter des choses autour de ma chambre. Il n'était nulle part. J'ai arrêté et j'ai placé mes mains de chaque côté de mon visage, prenant une minute pour ralentir ma respiration. J'ai marché rapidement hors de ma chambre et j'ai attrapé le téléphone sans fil sur le mur. J'ai appelé Nathan pour lui dire ce qui s'était passé. Après avoir terminé mon résumé de ce qui s'était passé, il était sans voix face à ce que je lui avais dit. Nous n'avions aucune idée de ce qu'il fallait penser de tout cela. Mon beau-père, impatient du temps que je mettais à revenir, était également rentré à la maison et se tenait au-dessus de moi, les mains sur les hanches, l'air très ennuyé.
J'ai dit à Nathan que je devais y aller et j'ai raccroché. Mon beau-père m'a demandé où j'avais mis la hache que j'utilisais plus tôt. J'ai regardé, confus. Je l'avais laissée plantée dans la souche d'arbre impossiblement grande, comme toujours. Il m'avait vu le faire. Je le lui ai dit, et il a répondu qu'il ne pouvait pas la trouver. Nous sommes tous les deux redescendus dans le paddock ensemble, et en effet, tout comme Bob, la hache avait apparemment disparu. Je n'ai jamais revu Bob, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, quand Nathan et moi avions la vingtaine, nous avons décidé de prendre le kayak et de retourner au ruisseau pour le plaisir. Nous avons sorti le kayak du garage et l'avons porté jusqu'à la rampe de mise à l'eau, car la propriété du voisin que nous utilisions pour accéder à la rivière avait changé de propriétaire quelques années plus tôt. Il nous a fallu environ 1 heure pour atteindre le ruisseau, contre nos 20 minutes habituelles à l'époque. Quand nous sommes arrivés, nous avons été très surpris de voir que notre quai était toujours là, ayant survécu à 2 inondations et plus d'une décennie de marée fluviale. Franchement, il ne semblait pas endommagé de quelque manière que ce soit, presque comme neuf. Nous nous sommes arrêtés et avons amarré le kayak comme nous l'avions toujours fait, et nous sommes descendus sur la rive. Mon pied a heurté quelque chose dans la terre, et j'ai regardé vers le bas pour voir la forme familière d'un objet. Ce n'est pas possible, ai-je pensé. Je me suis agenouillé et j'ai saisi le manche de l'objet, le tirant de la terre qui s'effritait pour révéler la hache que j'avais égarée tant d'années plus tôt. Le fourreau portait le monogramme de mon beau-père estampé dans le cuir sombre. J'ai secoué la tête. C'était impossible. Cette hache était la seule que nous avions achetée, et elle était unique. Nathan et moi étions les seuls à visiter cet endroit dans ma famille, et toute autre personne que nous connaissions. Cela n'avait aucun sens. Nathan l'a regardé silencieusement avec moi, une lourde sensation semblant s'installer autour de nous une fois de plus. Nous nous sommes tous les deux tournés pour regarder la large étendue d'eau calme à l'embouchure du ruisseau. Au centre, le cadavre gonflé et en décomposition d'une vache flottait innocemment, dérivant paresseusement dans le sens des aiguilles d'une montre. Un orage s'installait rapidement. Nathan et moi nous sommes regardés en même temps et nous avons su que ce serait la dernière fois que nous viendrions au ruisseau de Quétais. Quand j'étais enfant, ma famille a déménagé de notre maison dans l'État de New York jusqu'en Caroline du Nord, tout à cause de quelque chose lié au travail de mon père. C'était une période assez effrayante dans ma vie. Pour quelqu'un de si jeune, devoir laisser derrière soi ses amis d'école et s'installer dans un endroit entièrement nouveau était profondément déconcertant et triste. Mais rien de tout cela ne se comparait à ce que j'allais affronter un jour pendant l'école primaire. Pour moi, c'était un matin comme un autre, rien de remarquable ou de sinistre. Je veux dire, le temps semblait assez pourri, donc il n'y avait pas de récréation à l'extérieur pendant la matinée, mais ce n'est pas entièrement inhabituel sur la côte et pendant l'automne. Mais alors que l'après-midi avançait, je me souviens d'avoir regardé par les fenêtres de notre salle de classe et d'avoir vu la bruine légère du matin se transformer progressivement en une pluie et un vent parmi les plus violents que j'ai jamais vus. C'était comme si cela frappait la fenêtre si forte à un moment donné que notre enseignante a dû élever la voix pour se faire entendre. Peu de temps après, un autre enseignant entre dans la salle de classe, s'approche rapidement de notre enseignante, debout à l'avant de la classe, et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Notre enseignante a immédiatement ouvert de grands yeux. Et bien que nous ne sachions pas exactement ce qui avait été dit ou ce qui se passait, une sensation super tendue a descendu sur la classe, comme si nous savions instinctivement que quelque chose n'allait pas. Le cours a continué pendant un petit moment, tandis que le temps à l'extérieur continuait de s'aggraver. Sauf que cette fois, au lieu de simplement l'ignorer, notre enseignante continuait de regarder par les fenêtres. Je me souviens d'avoir tourné la tête pour voir ce qu'elle regardait et de ne voir qu'un tas de trucs volés à travers le terrain de jeu à l'extérieur. Rien de majeur. Juste beaucoup de papier et de morceaux de plastique, mais je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, et cela m'a rendu vraiment nerveux. Puis l'interphone de notre salle de classe s'est mis en marche, disant quelque chose à propos de ce que tout le personnel enseignant et les élèves devaient se mettre à l'abri dans les couloirs immédiatement. Nous l'avons fait, et avec notre enseignante essayant de nous garder tous calmes, elle luttait pour garder le contrôle sur ses propres peurs. Nous sommes sortis dans le couloir, et on nous a dit de nous asseoir par terre là-bas. À ce moment-là, nous pouvions tous entendre les sons du vent hurlant à l'extérieur du bâtiment, même à travers un revêtement assez épais, ce qui était terrifiant en soi. Et plus il devenait fort, plus nous avions tous peur, alors que nos enseignants nous expliquaient que ce n'était qu'un mauvais temps et qu'il ne pouvait pas nous faire de mal tant que nous étions dans les couloirs. Les choses étaient bien pendant un petit moment, mais notre salle de classe était juste à côté de la bibliothèque, et à un moment donné, juste au moment où l'ambiance semblait être aussi tendue qu'elle pouvait l'être, nous avons tous entendu ce grand bruit de crash venant de derrière les doubles portes fermées. C'était si fort et effrayant que tous les enfants ont immédiatement hurlé quand nous l'avons entendu. Et cela a été suivi de ces horribles bruits de vent hurlant qui semblaient résonner dans les couloirs où nous étions assis. Cela sonnait honnêtement comme si un grand monstre venait de se frayer un chemin à travers le verre et courait dans la bibliothèque,
renversant des choses sur son passage. Certains des autres enfants étaient inconsolables à ce moment-là, alors que les cris se transformaient en sanglots et en gémissements que les enseignants essayaient et échouaient à calmer. C'était comme un cœur roulant de peur et de misère, avec presque chaque deuxième enfant soit silencieusement en train de sangloter, soit ouvertement en train de hurler. J'avoue avoir pleuré moi-même, mais c'est seulement en entendant un autre enfant dire à un enseignant « Je veux rentrer à la maison, je veux ma maman et mon papa, j'ai besoin de ma maman et de mon papa », que cela m'a fait penser à mes propres parents et à la manière dont cet événement horrible et bizarre pouvait les affecter aussi. C'est alors que je n'ai plus trouvé en moi le courage d'être brave, et j'ai craqué en pleurs aussi. Nous avons fini par rester dans ce couloir pendant des heures, bien après l'heure à laquelle nous aurions dû sortir de l'école pour la fin de la journée. Il faisait en fait nuit noire quand les bruits hurlants venant de la bibliothèque ont cessé. Vous ne pouvez même pas imaginer le soulagement qui nous a envahis quand on nous a dit que nos parents viendraient nous chercher à l'école dans l'heure qui suivait. J'ai pleuré à nouveau quand je les ai vus près de l'entrée principale, courant vers eux pour leur faire un énorme câlin. J'étais juste si reconnaissant qu'ils soient en sécurité et que ce qui se passait à l'extérieur ne les ait pas atteints, car j'étais si terrifié que cela puisse arriver. Il s'est avéré que l'école avait été frappée par une tornade. Ce n'était définitivement pas le pire type qui aurait pu frapper, mais comme je l'ai mentionné, c'était assez mauvais pour souffler les fenêtres de la bibliothèque, ou peut-être qu'un arbre était tombé et avait d'une manière ou d'une autre réussi à briser les fenêtres. Je n'ai pas réellement vu ce qui avait causé les dégâts, mais à cet âge-là, je n'étais même pas vraiment sûr de ce qu'était une tornade. Bien sûr, j'avais entendu le mot auparavant, mais je n'avais jamais été pris dans quelque chose d'aussi fou que cela, et la plupart des autres enfants non plus, à en juger par leur réaction. C'était sans aucun doute la chose la plus effrayante qui m'est arrivée pendant toute mon enfance, et encore moins pendant mon temps à l'école primaire. Depuis lors, j'ai un profond respect pour la puissance impressionnante des forces de la nature et pour le fait qu'elles ne doivent pas être prises à la légère. Je sais que ce n'est pas une histoire aussi captivante ou terrifiante que certaines des histoires de confinement scolaire que je lis de temps en temps, mais pour nous tous à l'école ce jour-là, c'était comme un cauchemar devenu réalité. J'ai toujours été une personne très naïve et innocente. J'étais le genre d'optimiste qui croyait qu'il y avait une touche de bonté dans chaque cœur. Une mentalité dangereuse, je le réalise maintenant, car voir le monde à travers mes lunettes roses a mis une grosse cible rouge clignotante sur mon dos. Souvent, quand on pense à des histoires effrayantes impliquant un comportement étrange et des abus psychologiques, on pense à un incident impliquant un étranger. Dans mon cas, cela venait de ma belle-mère, la mère de mon mari. Au début de ma relation avec mon mari, sa mère, que j'appellerai Madame Psycho pour les besoins de cette histoire, et moi nous entendions très bien, ou du moins je le pensais. Elle m'emmenait faire du shopping, me faisait des compliments sur mes cheveux et des trucs de fille comme ça. Alors que la relation avec mon partenaire devenait plus sérieuse, elle se vantait et raillait à tout le monde dans notre quartier à quel point elle m'adorait et à quel point j'étais la fille qu'elle n'avait jamais eue. Naturellement, je pensais que les choses progressaient positivement. Mais certaines choses chez Madame Psycho étaient vraiment bizarres. J'ai remarqué des petits détails de son comportement lors de fêtes et de rassemblements sociaux de quartier. Elle bougonnait dans un coin, et je mettais cela sur le compte de son anxiété sociale ou de sa timidité. Mais en y repensant maintenant, j'ai remarqué qu'elle se plaignait toujours de quelque chose de négatif dans sa vie. Comment elle était tombée de son vélo et s'était blessé le coude en roulant dans une zone de construction. Comment un voisin s'était plaint qu'elle s'était garée devant sa maison. Comment elle avait perdu son emploi parce qu'elle ne s'entendait pas avec un collègue. La liste était longue. Dans chaque histoire, elle se présentait comme la victime de circonstances inhabituelles. Un énorme signal d'alarme que mon esprit simple n'a pas compris à l'époque était l'histoire qu'elle racontait toujours à propos de son autre fils, le frère de mon partenaire. Elle disait des choses vraiment dérangeantes à son sujet. Il avait tenu elle, mon partenaire et son père en otage dans leur propre maison, et comment il avait physiquement frappé leur père au visage. La façon dont elle décrivait l'histoire faisait sonner le frère de mon partenaire comme un tyran pour toute la famille. Dans toutes ces histoires sauvages et ces accusations à son sujet, elle réprimandait toujours son fils de manière que je ne peux tout simplement pas imaginer réprimander mon propre enfant. Ce que mon mari et moi n'avons pas pleinement interprété à l'époque était le problème sous-jacent, qui n'était pas nécessairement son frère, mais la femme qui avait été une force motrice derrière la folie du comportement. Les abus psychologiques peuvent déclencher des réponses émotionnelles de manière très imprévisible et dérangeante. Le comportement de Madame Psycho est devenu clairement effrayant après nos fiançailles. Elle a montré des signes de jalousie malsaine. D'abord, elle était en colère que nous ne lui ayons pas dit immédiatement quand nous nous étions fiancés. Ensuite, elle était en colère quand nous avons changé la date du mariage sans d'abord demander sa permission. Elle a exprimé le désir que mon futur mari et moi vivions à l'étage de sa maison et lui payions un loyer. Nous lui avons dit que nous pouvions nous permettre notre propre maison et que nous voulions fonder une famille, donc cela ne fonctionnerait pas. La fureur dans ses yeux était effrayante. Elle avait l'air normale un instant, puis si vous lui disiez quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre, ses yeux devenaient noirs.
Le souvenir de ses yeux m'envoie encore un frisson de terreur dans le dos. De là, elle est devenue de plus en plus contrôlante. Madame Psycho et son mari, Monsieur Psycho, ont commencé à venir chez nous tous les 2 jours environ. J'ai commencé à compter combien de temps ils pouvaient tenir sans avoir à nous voir, et ce nombre s'élevait à 3 jours. Il n'y avait aucune intimité, et j'avais l'impression de devoir fermer les rideaux de nos fenêtres chaque nuit. J'ai verrouillé la porte de la chambre quelques fois avant de me coucher, juste pour être prudente. Malgré le fait que notre relation était agréable au début, j'ai remarqué que je marchais maintenant sur des œufs autour de Madame Psycho, ou plutôt sur des mines terrestres. J'ai réalisé que je ne pouvais plus lui parler comme je le faisais quand mon partenaire et moi ne faisions que sortir ensemble. Je me souviens que nous pouvions avoir de belles conversations approfondies, et je m'étais permis d'être vulnérable avec elle. Je lui avais confié à quel point j'avais beaucoup d'anxiété sociale, et que son fils était entré dans ma vie à un moment où je souffrais d'une dépression paralysante. J'avais parlé de la manière dont il avait apporté un rayon de soleil dans ma vie, pensant que parler gentiment de son fils lui plairait. Mais elle avait juste ce regard vitreux et sans sentiment sur son visage. Dans l'espoir de réparer ma relation avec elle, j'ai décidé de l'aider un jour à organiser ses antiquités. Elle avait ce passe-temps d'aller aux enchères et d'acheter et vendre des babioles, des boutons et des trucs comme ça. Elle était très fière de ses collections de choses que je considérais un peu comme de la camelote, mais par politesse, je lui ai dit que je voyais de la beauté dans ces choses, espérant retrouver son bon côté. Il y avait quelques poupées effrayantes dans le lot, y compris cette poupée vampire terrifiante aux yeux rouges perçants. Elle a dit qu'elle avait cette poupée depuis des années et qu'elle s'en servait pour faire peur à mon mari quand il était enfant. Elle a ri à cela, et le son avait une vibe satanique et effrayante. Comme si cela ne suffisait pas à me faire peur, elle m'a ensuite raconté cette histoire sur une collègue féminine qui s'était plainte d'elle au service des ressources humaines de son entreprise. Madame Psycho a écrit une lettre destinée au mari de la collègue, lui disant qu'elle le trompait. Pour rester aussi anonyme que possible, elle m'a dit comment elle avait enfilé une paire de gants noirs et conduit la lettre dans un endroit éloigné afin que son adresse ne puisse pas être retracée. Je me souviens d'avoir ressenti un grand malaise à propos de son histoire, me demandant comment elle pouvait être assez en colère pour conduire pendant des heures justes pour causer un préjudice émotionnel à un autre être humain. Il est venu un moment, après avoir entendu cette histoire, où je ne voulais plus être laissé seul avec la mère de mon partenaire. Il a essayé de parler à ses parents de la façon dont je me sentais, comme si je marchais sur des œufs autour d'eux, mais ils ont retourné la situation en disant qu'ils étaient ceux qui se sentaient comme s'ils marchaient sur des œufs autour de moi. Pendant cette période, j'ai douloureusement réalisé que la torture psychologique existe sous la forme d'une invalidation extrême. Ne pas avoir ses sentiments reconnus peut vraiment rendre une personne folle. C'est alors que j'ai eu un peu plus d'indices sur ce qui avait pu arriver à l'autre fils de Madame Psycho. Je ne peux pas en être sûr, car je n'ai jamais rencontré le gars, mais je pense qu'il a été rendu fou par la négligence émotionnelle sévère de sa mère. Maintenant, elle nous faisait les mêmes tours, à mon partenaire et à moi, nous manipulant pour croire que nous étions trop sensibles. Quand mon mari et moi avons commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas, les choses sont devenues encore plus effrayantes. Ses parents ont commencé à venir chez nous pour nous acculer. Ce que je veux dire, c'est qu'ils nous racontaient des histoires pour se faire passer pour des victimes, afin que nous cédions à leurs demandes du moment. Si nous refusions leurs requêtes, ils utilisaient la manipulation psychologique en nous disant que nous étions sans cœur ou ingrats. Un exemple de cette manipulation s'est produit quand je suis tombé enceinte. J'ai expliqué que l'odeur de la pizza me rendait extrêmement malade. Mais cela a été ignoré quand Madame Psycho a insisté pour que nous allions dans un restaurant de pizza pour son anniversaire. J'étais confuse quant à la raison pour laquelle je ne pouvais pas dire non. Mon mari était dans la même situation. D'une manière ou d'une autre, je pense que nous sentions que quelque chose de mauvais nous arriverait si nous déclinions. C'est aussi parce que Madame Psycho et son mari, ainsi que sa sœur, nous avaient contactés en nous disant explicitement qu'ils n'étaient plus autorisés à refuser ces invitations à dîner. Ils l'ont expliqué comme si dire non blessait ses sentiments, mais il y avait autre chose là-dessous, quelque chose de caché sous la surface qui sonnait vraiment menaçant. Je n'avais aucune idée de la raison, mais je ne me sentais tout simplement pas en sécurité. Seulement 2 semaines après avoir donné naissance à notre fille, j'ai eu l'interaction la plus effrayante de ma vie. Madame Psycho m'a surprise seule alors que j'étais sur le porche avant. Le temps était vraiment agréable, alors je berçais mon bébé dans l'un de nos fauteuils extérieurs. Elle est venue jusqu'à la porte et a pris place dans un fauteuil à côté de moi. Puis, d'une voix calme et sinistre, elle m'a dit « Tu dois la partager, tu sais ». Ses yeux noirs se sont tournés vers le bébé dans mes bras. Je sais ce que vous pourriez penser, mais ce n'était pas dit d'une manière mignonne et excitée de nouvelle grand-mère. Sa voix sonnait froide et possessive, avec une certaine intention passive-agressive derrière la déclaration. J'ai naturellement serré mon bébé plus fort dans mes bras, sentant un instinct protecteur me submerger. Madame Psycho m'avait déjà dit qu'elle avait toujours voulu avoir une fille, mais qu'elle n'avait eu que des fils. Peut-être que j'étais influencé par les hormones postpartum,
ou simplement en train de devenir paranoïaque, mais une pensée dérangeante m'a traversé l'esprit. Elle voulait peut-être se débarrasser de moi d'une manière ou d'une autre pour avoir ma fille pour elle-même. J'ai plus tard raconté à mon mari l'interaction bizarre avec sa mère et comment je ne pouvais plus suivre les demandes psychologiques lourdes de ses parents. Cela avait un étrange impact émotionnel sur moi, ainsi qu'une pression sur notre mariage. Je ne pouvais toujours pas identifier exactement pourquoi, mais il nous causait beaucoup de stress, ce qui m'affectait d'autant plus alors que j'essayais de m'adapter à mon rôle de nouvelle mère. J'avais l'impression de devenir folle. Ils m'ont même restreinte de manière bizarre, me disant que je n'étais pas autorisée à appeler notre fille mon bébé. Le stress était suffisant pour me rendre physiquement malade. Au début, mon mari a hésité quand je lui ai parlé de mes préoccupations, déclarant le discours habituel qui lui était naturel. C'étaient ses parents et il ne pouvait pas simplement rompre le contact avec eux. Mais il y avait de la peur dans sa voix, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne réalise à quel point la situation était vraiment tordue. L'incident qui l'a poussé à couper tout contact avec ses parents s'est produit quand ils nous ont coincés dans notre salon, exigeant que nous gardions leur chien agressif pendant qu'ils partaient en vacances pendant 5 jours. Mon mari a presque cédé, mais il est resté ferme quand il leur a dit « Non, nous ne pouvons pas. Nous avons un bébé de 2 mois à nous occuper. » Le regard meurtrier que sa mère lui a alors lancé était intense et suffisant pour me faire sortir de ma peau. J'ai pensé qu'elle allait se jeter sur moi et enrouler ses mains glacées autour de mon cou, me causant la mort par strangulation. J'étais terrifié. M et Madame Psycho ont finalement quitté notre maison, mais ils étaient clairement en colère de ne pas avoir pu nous convaincre de nous soumettre à leur volonté. Mon mari et moi avions un sombre pressentiment qu'il allait se passer quelque chose de mauvais. D'abord, nous avons reçu de longs emails de Madame Psycho, m'insultant principalement. Elle a dit qu'elle pensait que je manipulais son fils, et elle a continué à se dépeindre comme une victime. Elle a utilisé la connaissance de mon trouble anxieux pour argumenter que j'étais mentalement instable et dangereuse. Elle a menacé de poster des messages sur moi sur Facebook et de gâcher nos vies si nous ne nous excusions pas pour nous être écartés de ce qu'elle voulait. En même temps, elle m'a dit que j'étais morte pour elle et a énuméré toutes les erreurs que j'avais commises dans le passé, ainsi que mes défauts. Nous sommes restés silencieux, ne voulant pas nous engager davantage avec elle. Mon mari et moi avions peur, passant la plupart de nos journées confinés dans notre chambre, ne sachant pas à quoi nous attendre, mais nous sommes restés forts tout au long du processus de séparation de cette relation toxique. Madame Psycho a tenu sa promesse, postant publiquement sur moi sur Facebook. Elle a dit que j'étais folle. Elle est même allée plus loin en disant que j'avais un trouble de la personnalité limite, ce qui était entièrement fabriqué. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Une campagne de diffamation active contre moi a suivi, alors que M et Madame Psycho se sont rendus de porte en porte dans toutes les maisons de la communauté, se faisant passer pour de bons citoyens pour avertir tout le monde de leur belle-fille manipulatrice et extrêmement dangereuse de 1,50 m. Mes voisins n'ont pas réagi comme prévu, cependant. Ils étaient plus méfiants envers elle qu'envers moi. Au lieu de ruiner ma réputation, ce qui était l'effet désiré, la plupart des gens de mon quartier étaient profondément effrayés par les efforts de Madame Psycho. Ils étaient tout aussi effrayés par la volonté de Monsieur Psycho de suivre le mouvement. Je suppose qu'après des années de rabaissement par les abus de sa femme, il n'était plus qu'une coquille vide d'homme, un singe volant pour sa femme. Il y a quelques médecins et thérapeutes dans mon quartier qui croyaient que Madame Psycho projetait peut-être, c'est-à-dire qu'elle avoue être potentiellement dangereuse et volatile tout en l'attribuant à moi. Cela, ainsi que certaines histoires des interactions de Madame Psycho avec d'autres personnes dans notre quartier, a confirmé que quelque chose n'allait vraiment pas chez cette femme. Cette information a rendu la situation encore plus dérangeante. Quand M et Madame Psycho sont venus à notre maison pour ce que nous soupçonnions être une confrontation, mon mari et moi regardions Survivor dans le salon avec notre bébé quand la sonnette a retenti. Il s'est faufilé jusqu'à la fenêtre avant pour jeter un coup d'œil derrière le rideau pour voir qui c'était. Je pouvais voir la peur sur son visage. « Ce sont mes parents », a-t-il dit, et mon sang s'est glacé. J'ai immédiatement couru à l'étage avec le bébé, m'arrêtant seulement pour lui dire que c'était son choix de répondre à la porte ou non, puisqu'ils étaient ses parents, mais que moi et le bébé serions cachés. Alors que je montais les escaliers, mon mari est resté près de la porte d'entrée, indécis. Il ne savait pas quoi faire. Pendant ce temps, j'ai entendu des bruits à la porte d'entrée, comme si ses parents essayaient de forcer l'entrée dans notre maison avec une clé de secours. Je suis reconnaissante aujourd'hui que nous ayons changé les serrures quelques jours plus tôt, donc ils ne pouvaient pas entrer. J'ai continué à courir à l'étage et j'ai fermé la porte de la chambre derrière moi, m'enfermant avec le bébé. Je l'ai serré fort, mon cœur battant violemment contre ma poitrine. Quand on a frappé à la porte de la chambre, j'ai réagi avec un sursaut. La voix de mon mari de l'autre côté m'a calmé. Il m'a dit qu'il n'avait pas répondu à la porte. Il tremblait quand j'ai déverrouillé la porte pour le laisser entrer. Son visage était pâle. Il m'a montré un message texte qui disait « Y a-t-il quelqu'un ?»
suivi d'un autre message, tu es un lâche qui se cache derrière son clavier. Je ne sais pas ce qui se serait passé si mon mari avait choisi de répondre à la porte, mais j'ai des frissons rien que d'y penser. Mon mari et moi les avons bloqués après cela. Numéro de téléphone, compte de réseaux sociaux, tout. Heureusement, ils ont déménagé dans un autre état. Depuis, nous n'avons eu aucun contact avec ses parents depuis presque 2 ans, et notre fille grandit dans un environnement heureux et aimant, exempt de toxicité. Depuis, je me suis armé de connaissances pour être moins naïve face aux comportements effrayants à l'avenir. J'ai étudié le narcissisme et l'impact psychologique négatif que certaines personnes peuvent avoir sur les autres par le biais du gaslighting et de l'invalidation. J'espère que tous ceux qui écoutent là-bas pourraient être conscients que tous les abus ne sont pas physiques. J'ai maintenant 36 ans et je vis aux Philippines, à Baguio City, une ville construite au sommet des montagnes. Je me souviens avoir eu un ami quand j'avais environ 8 ou 9 ans. C'était l'été et tous les enfants étaient en vacances. En tant que plus jeune, mes frères et leurs amis ne me permettaient rarement de me joindre à eux quand ils jouaient. J'avais mon propre groupe d'amis de mon âge, mais la plupart étaient des filles, et j'ai toujours voulu faire partie du club des grands garçons. Un jour, mes frères sont sortis et j'étais le seul resté à la maison avec mes parents. Ma mère m'a permis de sortir jouer. Malheureusement, tous mes camarades de jeu étaient sortis avec leurs parents à ce moment-là. J'ai donc décidé de jouer seul. Comme nous vivons dans une ville construite sur les montagnes, il est courant d'avoir des buissons, de l'herbe haute et des montagnes de terre dans la région. J'ai décidé de jouer avec de la terre et de faire un peu de creusement, mais avant de commencer, j'ai dû marcher et me frayer un chemin à travers les buissons épais pour atteindre cette petite parcelle de terre circulaire, exempte de toute végétation. Alors que je creusais, une petite fille d'environ mon âge s'est approchée de moi et m'a demandé si elle pouvait se joindre à moi. J'ai poliment accepté, car je n'avais personne d'autre avec qui jouer. Quelques heures ont passé et elle ne m'avait toujours pas dit son nom, même si je m'étais présenté plus d'une fois. Chaque fois que je lui demandais son nom, elle restait silencieuse et changeait de sujet. Il se faisait tard et j'ai dû dire au revoir. Elle m'a demandé de la retrouver au même endroit le lendemain. Le lendemain, tous les enfants du quartier étaient dehors pour jouer, y compris mes frères. J'ai décidé de jouer avec mes amis et j'ai totalement oublié que je devais rencontrer ma nouvelle amie. Mais dès que je m'en suis souvenu, je l'ai vue de loin, la moitié de son corps caché dans les buissons, me faisant un geste pour que je vienne avec elle. J'ai fait un signe de la main en retour et j'ai fait un geste de la main pour lui suggérer de venir nous rejoindre. Étrangement, elle ne voulait pas sortir des buissons et se contentait de rester là, à m'attendre. Je l'ai ignorée pendant un moment, pensant qu'elle était probablement timide et qu'elle viendrait éventuellement nous rejoindre. Après avoir joué, j'ai décidé de la rejoindre, car j'étais sur le point de m'approcher d'elle quand elle est partie, mais elle a hoché la tête en me reconnaissant que je venais la rejoindre. En arrivant à la même parcelle de terre circulaire, entourée de buissons et d'herbes hautes, elle m'a demandé de venir avec elle chez elle. « Où habites-tu » ai-je demandé. « Juste derrière ce gros rocher » a-t-elle répondu en pointant le gros rocher couvert de buissons et d'herbes hautes. « Mais il n'y a rien là-bas » ai-je répondu. « Je ne me souviens pas avoir vu des maisons au-delà de ça. »« Viens, je vais te montrer » a-t-elle répondu. Alors que j'allais la rejoindre, j'ai entendu mon frère crier mon nom, me demandant de monter pour un goûter. J'ai attrapé la main de mon amie et lui ai demandé de nous rejoindre pour un goûter. Alors que je la guidais hors des buissons, elle s'est soudainement arrêtée à quelques pas de la chaussée et m'a dit « Je ne peux pas aller au-delà d'ici. Je te retrouverai au même endroit quand tu auras fini. » Elle a couru vers les buissons jusqu'à ce que je ne puisse plus la voir. Enfant, je n'ai pas réalisé la bizarrerie et le comportement inhabituel qu'elle m'a montré. Le lendemain, j'ai décidé de passer plus de temps avec ma nouvelle amie. Je suis sorti et me suis dirigé directement vers l'endroit habituel, et elle était là, creusant comme si elle continuait le trou que j'avais creusé quelques jours plus tôt. Je l'ai rejointe, elle a pris mes mains et m'a demandé de me rapprocher d'elle. Soudain, mes frères et leurs amis ont décidé de venir au même endroit où nous jouions, sans savoir que c'était leur cachette quand ils essayaient de fumer une cigarette rapide et de boire de l'alcool. Étonnamment, ils m'ont permis d'être là. Nous avons continué à creuser comme si de rien n'était, quand soudain mon frère m'a demandé « Pourquoi ne joues-tu pas avec tes amis ? Ils sont venus à la maison te chercher, ils sont là maintenant et t'attendent. » Il ne m'est pas venu à l'esprit à ce moment-là que c'était bizarre. Ils n'ont même pas reconnu la présence de mon ami, mais j'ai dit à mon frère que j'y serais dans quelques minutes. Après avoir fumé, mon frère et ses amis ont quitté la zone, donc je me suis retrouvé seul avec ma nouvelle amie. Elle a pris ma main et m'a demandé de venir chez elle avec elle, derrière le gros rocher. Cette fois, elle était insistante et un peu agressive, comme si elle était désespérée que je vienne avec elle, presque en pleurs. Je me souviens qu'elle m'a serré dans ses bras 3 fois en me suppliant de la rejoindre. J'étais toujours très mal à l'aise avec la situation, car je savais qu'il n'y avait rien derrière ce rocher.
J'y suis allé plusieurs fois avant, et cela mène juste à une autre section de buissons épais. J'ai insisté pour ne pas y aller, et j'ai pris ses mains pour la tirer hors des buissons, mais elle a crié « Arrête ! Je t'ai dit que je ne peux pas aller au-delà de ce point. » J'ai répondu « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a enlevé mes mains des siennes et a couru vers les buissons. Je me sentais vraiment mal, comme si j'aurais dû la rejoindre, mais en même temps, j'avais peur pour ma propre sécurité. Le lendemain, j'ai décidé de passer à nouveau plus de temps avec elle. Je lui ai demandé de venir au moins avec moi et de s'asseoir entre la chaussée et les buissons. Elle a accepté. Nous nous sommes assis en regardant les autres enfants jouer. Nous avons été approchés par mes amis. Johanna, l'une de mes amies les plus proches, m'a dit « Hé, allons chez Yvonne et regardons la télé, il y aura des snacks, viens ». Alors que j'allais présenter ma nouvelle amie à Johanna et Yvonne, elles m'ont attrapé par la main et m'ont traîné loin de ma nouvelle amie. Je n'ai pu que la regarder et je n'ai même pas pu dire au revoir. Quelques mois ont passé. Ma famille a décidé que nous allions déménager et vivre dans un autre endroit. Pendant ces mois, mon amitié avec cette fille est restée la même endroit, même heure. Le jour où nous devions partir, je l'ai vue juste regarder depuis les buissons, depuis la voiture. On m'a dit de ne pas aller nulle part par mes parents, car tout était prêt. Je me souviens de ne pas avoir détourné les yeux d'elle, jusqu'à ce que je ne puisse plus la voir, alors que la voiture s'éloignait. Elle a fait de même, mais elle a fait un geste bizarre juste au moment où nous allions perdre de vue l'un l'autre. Elle a pointé sa tête et a pointé vers moi, et c'était la dernière fois que je l'ai vue. Enfant, je n'ai pas réalisé que ma situation était effrayante. Je me souviens de notre amitié non naturelle, de la partie bizarre. C'est que je ne me souviens pas de son visage du tout. C'est comme s'il avait été effacé de ma mémoire, et je suis vraiment bon avec les visages. Je peux encore me souvenir de tous les visages des enfants sauf du sien. De plus, je viens de réaliser qu'elle semblait toujours porter les mêmes vêtements. Une robe blanche sale, presque jaunâtre, des chaussures noires avec des chaussettes blanches, les cheveux toujours attachés vers le haut, mais le visage, je ne me souviens pas de son visage jusqu'à maintenant. Je me demande toujours ce qui se serait passé si je l'avais rejointe pour aller chez elle. Qu'est-ce qui serait arrivé? Cela me tracasse encore aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à elle? Est-elle encore en vie ou était-elle vraiment en vie en premier lieu? Je sais que ce n'était pas un ami imaginaire à cause des émotions, des sensations quand j'étais avec elle. Tout était réel. Ce n'était pas un ami imaginaire parce que je n'étais jamais triste quand j'étais enfant. Qu'elle était ou qui elle était, j'espère juste qu'elle va bien. J'ai eu ces épisodes de paralysie du sommeil bien plus souvent que d'habitude. La semaine dernière, je suis allé chez mes parents et je me suis endormi sur le canapé après le travail. Je suis allongé sur le canapé et j'ai commencé à entendre des pas, mais je sais qu'il est minuit passé et que personne ne devrait être debout. De plus, il fait noir comme dans un four, personne n'a allumé la lumière. Ce qui est nécessaire car ma mère est en train de rénover et il y a des trucs partout, il faut allumer une lumière. De plus, je connais le son des pas de tout le monde dans la maison, mais ceux-ci ne ressemblent à aucun de ceux que j'ai déjà entendus. Ils sont lourds, comme intentionnellement lourds, presque comme si quelqu'un portait des bottes et marchait très délibérément du talon aux orteils. J'ai appelé, espérant que ce soit ma mère et qu'elle ne puisse peut-être pas dormir, alors elle va au sous-sol pour faire une lessive. Peut-être qu'elle porte un panier et ne peut pas l'équilibrer et allumer la lumière, c'est pourquoi ces pas sonnaient étranges. Quand je l'appelle, il n'y a pas de réponse, mais les pas s'arrêtent puis continuent depuis le couloir vers la cuisine. Je l'appelle une fois de plus et en réponse, il y a la voix la plus effrayante que j'ai jamais entendue. « Bonjour », aussi calmement et effrayamment qu'il le voulait. Mis à part le fait que cette personne n'est pas censée être ici, sa voix est presque dans mon oreille, alors que ses pas sont de l'autre côté du mur dans le couloir. Évidemment, j'ai instantanément paniqué et j'ai crié à ma mère, qui est à l'étage, pour lui faire savoir qu'il y a quelqu'un dans la maison. Puis je l'entends se déplacer plus rapidement dans le bas, ses pas se rapprochant de moi alors que je crie de plus en plus. En criant, j'essaie de me lever, mais je ne peux pas bouger. D'habitude, il me faut 1 minute ou 2 pour réaliser que je fais un épisode et me sortir de celui-ci, mais celui-ci était trop réel. Tous les signes d'un épisode étaient là, mais c'était bien trop réel. Il s'est dirigé vers le coin où j'étais sur le canapé, s'approchant de moi et m'a touché au centre de la poitrine avec son index. Et je me suis enfin réveillé. J'étais assis là, haletant comme si je venais de monter 10 étages avec une bronchite chronique, alors que mon corps et mon cerveau essayaient de rattraper la réalité. Mais je n'arrivais tout simplement pas à me débarrasser de l'impression que ce n'était pas un rêve, et j'avais l'impression d'être observé. Après 1 ou 2 minutes à essayer de reprendre mon souffle, mon téléphone sonne. C'est ma mère qui veut savoir si je vais bien parce qu'elle m'a entendu crier. Ce n'est pas inhabituel, car nous souffrons tous les deux des mêmes troubles du sommeil et parlons et faisons du bruit dans notre sommeil toute la nuit. Nous sommes aussi trop paresseux pour nous lever ou crier, alors nous nous appelons généralement en FaceTime, même si nous sommes dans la même maison.
Elle m'a dit qu'elle m'avait entendu crier son nom, mais qu'elle ne pouvait pas dire si c'était réel ou si elle l'avait rêvé.